Benoît Saint-Denis va-t-il battre Benel Dariush et rejoindre le top 10 des moins de 70 kilos? Islam Makhachev va-t-il marquer l'histoire face à Jack Della Maddalena en prenant la ceinture des welter après avoir été le roi des poids légers? Wiley Zheng va-t-elle conquérir la catégorie des moins de 57 kilos et Valentina Shevchenko après avoir régné sur les moins de 52 kilos? Qui sortira en position de force des gros combats des poids welter entre Leon Edwards et Carlos Prates et Sean Brady et Michael Morales? Pour son 34e épisode, Aldric Enerby fait la grosse preview d'une carte qui s'annonce comme folle ce week-end au Madison Square Garden de New York avec l'UFC 322, sans oublier le débrief de l'UFC Fight Night de ce week-end et un focus sur Hexagon MMA. Générique. Et Aldric, on se retrouve pour ce 34e épisode d'Aldric Enerby. J'étais dans ma télé, une belle télé dans notre boardroom du studio Ricordia à Nice, du côté de Tenerife, c'est ça? Quelques jours de repos avant de repartir parce que ça repart fort, mon Alex. Fort, fort. Oui, je sais qu'il y a une grosse fin d'année. Ça va, vous profitez bien? Le repos va faire du bien? Tout va bien. De retour mercredi dans la nuit et jeudi, on rattaque direct parce qu'il y a plein de choses à faire. Bon, on a un gros épisode quand même d'Aldric Enerby, et vous le savez, Aldric, que ce soit dans la nuit au Canada ou au petit matin à Tenerife, il est toujours là pour être avec nous sur Jab Life. On a un gros programme, je le disais, avec l'UFC 322 qui arrive ce week-end à New York. L'UFC de ce week-end a débriefé, il y avait Hexagon également et le Brave avec la performance de Mohamed Mokaev qui va être à souligner. Vous voyez déjà le visage d'Aldric parce que grosse perf. D'abord, les petits trucs habituels. Abonnez-vous, n'hésitez pas, n'oubliez pas, abonnez-vous sur YouTube, sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Faites-moi avancer ce bousin pour faire continuer de grandir Jab Life. Et Aldric, un petit hommage. Elle n'est pas en studio avec moi parce que tu sais que quand je suis en visio comme ça, il n'y a pas de régie. Mais hommage à Justine. Aldric qui ce week-end a fait un semi-marathon, son premier semi-marathon vrai, en moins de 2 heures, entre Nice et Villeneuve-Loubet. Donc on lui passe un gros hommage à notre Justine nationale. Bravo à Justine, la Kenyane alors. Exactement, la Kenyane blanche, Aldric. On passe à la preview UFC 322, je le disais. Rendez-vous annuel au mois de novembre, le gros rendez-vous au Madison Square Garden. La première, c'était en 2016, l'année où le MMA a été légalisé dans l'État de New York. On est à la 9e édition, puisqu'il n'y en avait pas eu en 2020. C'était l'année du Covid, où à ce moment-là, on était encore à l'Apex. C'est une énorme carte, Aldric. On va rentrer dans le détail de tous les combats de la main card et même de la prélim, mais c'est sans doute la plus belle carte de l'année sur le papier, Aldric. Ah ouais, là, même la prélim, on dirait la main card d'un Apex, Alex. Ouais, elle est absolument folle. Juste un exemple, quand tu vois que le deuxième combat, c'est Chepe Mariscal, Pat Sabatini, écoute, je vais pas abuser, mais les 2 ils sont sur des win streak, impressionnantes et ça aurait pu être le main event d'un Apex, Alex. Complètement. Quand on voit les main events des 2 derniers Apex, je peux te suivre également. Et non, elle est incroyablement dense. Et la main card, c'est que des combats à enjeu. Donc, on va vous déplier tout ça dans notre grosse preview d'Aldric Enerby. On va commencer. La semaine dernière, on vous a parlé un peu de Islam Makhachev côté historique, le rapport avec Khabib et si jamais il le fait, de conquérir cette ceinture des moins de 77 après les moins de 70. Mais on va pas commencer par lui. On va commencer, bien sûr, France oblige, Aldric, par l'ouverture de la main card. Beneil Dariush, numéro 9 chez les moins de 70 kilos, contre Benoît Saint-Denis, qui est numéro 13 actuellement. On avait quitté Benoît il y a 2 mois et demi, même pas d'ailleurs, à peine, à Paris avec cette victoire contre Mauricio Ruffi. Déjà, j'ai l'impression, Aldric, qu'on a retrouvé le Benoît de 2023. Avant l'année 2024, un peu plus compliqué, mais le de 2023, tu sais, qu'enchaînait les combats, juillet, septembre, novembre au Madison Square Garden, et que finalement, il y avait peut-être une limite à ça, et on l'a vu contre Dustin, où ça faisait 6 combats dans un timing très rapproché, mais que j'ai l'impression que c'est un truc dans lequel il est bien, Benoît. Quand il a de l'activité, tu vois, qu'il reste sur sa lancée, j'ai l'impression que c'est ce qui lui plaît en termes de rythme, non? Bah, ça, c'est des phrases, sans même en parler avec Nico. Je pense quand je parle de Nico, je dis Nicolas Haute, bien sûr. Un combattant, tu peux pas le changer de A à Z. Il faut fonctionner sur de l'adaptabilité, changer certains trucs, mais il faut qu'il garde quand même son essence même et je pense que, voilà, l'ADN de Benoît Saint-Denis, c'est d'être actif et de mettre beaucoup de pression. Voilà, donc ça on touche pas à ça. Derrière, il faut juste, travailler sur, le fond, on le laisse et la forme, on la met un petit peu plus scientifique dans le cadre de la récupération, dans le cadre de la planification de la charge de travail, de la gestion des blessures comme, doit très bien le faire Nico, mais je pense que c'est là qu'il excelle et qu'il faut surtout pas le changer, Benoît, là-dessus.
Ouais, parce qu'il a même, en fait, quand je dis ça, c'est que même son style, tu vois, de mettre beaucoup de pression, de submerger l'adversaire, je pense que c'est un style qui a besoin de rythme, qui a besoin que ton corps soit dans le rythme et que si ça fait 1 an qu'il a pas combattu, il aura plus de mal à imposer ce style-là, Aldric. Mais tu sais, je sais pas, il y a quelques fighters à qui ça va et tu as des contre-exemples, hein, comme Cyril Gane, comme John Jones, même Tchevchenko est capable de combattre, très rarement et il y a des facteurs à qui ça va pas et qui ont besoin d'activité, d'être tout le temps dedans. Je sais pas, il y a pas vraiment de règle, hein, sur ça, ça appartient vraiment à chacun. Alors, ce match-up, il est très intéressant. Je disais, c'est l'occasion pour Benoît de rentrer dans le top 10 avec Benel qui est numéro 9. Bon, je le résume succinctement et puis tu rentres, toi, dans le détail de ce qui t'intéresse techniquement dans ce combat et dans ce match-up. On a un grappleur de très haut niveau avec Benel Dariush. Pas forcément le plus spectaculaire, mais très efficace dans la façon de prendre ses positions et d'utiliser son grappling. On a un Benoît qui sait aussi se défendre en grappling, mais qui a cette capacité, on vient de le dire, à mettre cette énorme pression, notamment dans le round 1, que ce soit dans son striking ou dans sa lutte. Et face à lui, un Benel Dariush qui, quand on regarde quand même, a du mal avec ses rounds 1. Il se fait finaliser par Oliveira, par Tsaroukian, il se fait donner par Moïcano, Drew Dober, ça avait été le cas aussi. Est-ce qu'on est sur un cas, je me trompe beaucoup si je dis que attention danger pour Dariush au premier round, et que c'est peut-être là aussi la meilleure fenêtre d'opportunité de Benoît pour terminer ce combat, de mettre beaucoup de pression dès le début, comme il sait faire. Tu as raison sur le fait qu'il perd ses rounds. Après, il faut rajouter un petit peu de contexte. Depuis, 2018, il a perdu contre 2 mecs, Tsarukyan et Oliveira. Hem, il y a vraiment un très, très gros travail à faire au niveau scénario, au niveau game plan, parce que oui, il est plutôt diesel, mais en fait, c'est un mec qui a besoin de beaucoup d'informations et qui s'adapte après très vite en cours de combat. Le style que Benoît a montré au niveau de l'excellence, c'est quoi? C'est pression, takedown. C'est ça qui lui convient le mieux, même si je mets un petit peu de contexte d'ailleurs qui va très bien avec l'UFC de ce week-end. Contre Bonfim, c'est un petit peu différent. C'est le striking qui a fait la différence. Est-ce que c'est le seul? Pas vraiment, mais tu vois ce que je veux dire? Le chemin de victoire, très souvent, c'est le même, c'est pression et prise de dos ou grand and pound. À part Bonfim où il le blesse sur un middle, très souvent, le chemin de victoire de Benoît, c'est ça. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est que ce jeu-là, il est quasiment impossible à faire à Dariush. Donc c'est là que ce combat est complètement fou. Dariush, si tu commences à l'amener sur des takedowns et des scrambles, il a réponse à tout. Preuve en est, ce combat qui devrait être montré dans toutes les écoles de MMA, c'est Gamrot, Dariush, tu vois? En termes de scramble et tout, il y a pas eu beaucoup de combats qui ont fait mieux que ça. Pour moi, il est du même niveau, même peut-être légèrement supérieur à le vieux Tsarukyan, Makhachev des débuts de Tsarukyan. En termes de scramble, c'est fabuleux aussi. Donc, il y a beaucoup d'intérêt. Il y a une accélération à faire. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de faire du bon film, de la part de Benoît? C'est-à-dire de blesser debout plutôt que d'aller chercher de la lutte, là où il va exceller et peut-être pouvoir, montrer beaucoup de combativité? C'est toute la question. C'est toute la question et c'est ça qui rend ce combat vraiment, vraiment intéressant. Donc, quand on est sur des phases de lutte, tu serais quand même plus tendance à dire d'un Benoît qu'il aille, dans ces phases-là, aller chercher du dégât, du clinch, comme il a pu faire d'ailleurs un peu contre Ruffy, mais pas forcément essayer d'aller au sol, où là, il y a un danger quand même avec Dariush. En fait, le danger, c'est d'essayer de le garder. Le takedown, je pense que Benoît, il a le niveau pour le faire, mais il faut juste le garder comme, une balance énergétique, en fait. Il faut que le takedown, il soit le fait de se scrambler soit énergivore pour Darius, mais si tu essaies de le garder au sol, c'est là que tu peux te faire renverser, que tu peux te faire contrer et qu'il est très dangereux. Donc en fait, il faut faire preuve de patience et de ne pas s'entêter. Ce mec-là, quand tu l'as fait tomber, même s'il se relève tout de suite, il faut juste lui rendre la tâche énergivore et un petit peu plus pénible en pesant sur lui que d'essayer de le garder parce que si tu veux essayer de faire, de forcer la technique, il peut vraiment te contrer très fort. Parce que, au contraire de ce que je disais sur Dariush et ses premiers rounds, où il a montré quand même des failles plusieurs fois, Dariush, par contre, quand tu regardes tous les combats, des derniers combats, par ces deux défaites que tu parlais contre Oliveira et Tsarukyan, bah, c'est un mec qui, sur la longueur, est bon, quoi. Il est bon dans la fatigue, il sait aller gagner ses rounds. Voilà, il s'adapte, il sait aller gagner ses rounds. Et j'ai l'impression que plus le combat dure, plus la balance peut s'équilibrer côté Dariush quand même, enfin, ou prendre le pas côté Dariush. Moi, ce que je regarde à ces combats, c'est qu'il s'adapte tout souvent très vite et que tu as raison.
il met des fois 3, 4, 5, 6 minutes pour comprendre le jeu de l'adversaire. Mais ça dépend, c'est le style aussi qui fait le combat. Donc, jouer aux échecs, il sait faire et ça va vraiment dépendre de comment tu le prends. Ça va vraiment dépendre de comment tu le prends et surtout de quelle façon. Là, tu vois, je regarde un petit peu, ses stats, des premiers rounds, il en a pas gagné depuis un moment quand même, hein. Ah ça si je pense que c'est quand même vraiment un des points essentiels sur lesquels surtout quand on connaît le style de Benoît, cette tendance qu'il a quand même à il prend les coups, hein, Darius. Enfin, tu vois, quand il prend les coups, il peut tomber. Il peut tomber. Il a pas forcément la meilleure boxe possible. Tu vois, il se laisse un peu, je trouve, parfois, prendre dans des situations où il se met vraiment en position très compliquée. Tu notes que souvent, il a eu du mal contre les gauchers, qu'il y a des séquences même contre Oliveira ou quoi, où c'est Oliveira qui passe en gaucher avant de le terminer. Benoît est un gaucher qui frappe très fort, qui sait mettre cette pression-là au premier round. Enfin, j'ai vraiment l'impression que il y a un monde où Benoît peut finaliser ça vite, en fait, Aldric. Alors juste pour info, le seul premier round qui gagne net, non contesté, c'est-à-dire, c'est pas une split au niveau des juges, c'est contre Ferguson en 2021. Sinon, c'est toujours très disputé. Des fois, il le gagne à la majorité, mais il y a un juge qui le voit perdant. Donc ça, c'était pour, étayer un petit peu la statistique. Je pense qu'il sur les on a vu quand même des chemins de victoire. Moi, je trouve que attention, c'est pas un mauvais striker. C'est un striker au style un petit peu atypique, mais qui peut être dangereux. On a vu des bonnes phases contre Moïcano quand même, hein. Heu, il faut rappeler quand même que contre Moïcano, il n'y a pas eu que du mauvais debout, bien au contraire. On a vu des trucs très intéressants, notamment au niveau des kicks. Hem, Est-ce qu'il a du mal avec les gauchers? Alors, j'ai envie de te dire oui, mais parce que on parle quand même de niveau de striking mondial là. Quand tu me parles de Oliveira, tu vois, de trucs comme ça. Est-ce qu'il a eu du mal contre Moïcano, qui est pas un très grand puriste, mais qui frappe plutôt fort? J'ai envie de te dire qu'il a plutôt bien géré, moi, quand même, quand je regarde ce combat. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir montrer des choses, soit en termes de puissance développée, soit en termes de nouveauté, que Benoît n'a pas encore montré. Ah, tu vas me dire: «Ouais, Maldrick, il a combattu il y a 2 mois et demi. Est-ce qu'il a eu le temps de préparer de nouveaux trucs?» Beh, oui, il a eu le temps parce que c'est pas ce qu'il a préparé depuis 2 mois, c'est ce qu'il a préparé depuis qu'il s'entraîne avec Nicolas, depuis même avant. Il y a des nouvelles choses qui sortent et qui, des fois, mettent un petit peu de temps à sortir en combat. Mais ce qui est sûr, c'est que, moi, je pense qu'il va être préparé, Dariush, à ce gros middle parce que ce sont des chemins de victoire qu'on a déjà vus et il va falloir peut-être le set-up différemment ou le travailler, direct, comme ça en début de combat sans le laisser le temps de s'imprégner, mais il va falloir le surprendre, ça, c'est une certitude. Ouais, puis tu avais raison de le rappeler que Darius, c'est aussi un gros kicker. C'est aussi un gros kicker, donc c'est une arme à pas négliger de son côté. Gaucher contre gaucher. Benoît, quand c'est des gardes ouvertes, des fois, j'ai l'impression qu'il a plus de facilité à mettre ce middle-là, peut-être un peu plus compliqué dans cette garde fermée-là. Donc il y a plein de points d'interrogation, et puis c'est pas le même. Il y a 2 mois et demi, tu le disais, et c'est pas seulement une question de prépa spécifique, puisque comme tu le dis, il prend des armes depuis des mois aussi, Benoît. Mais c'est pas le même animal du tout, Crofi, quoi. Tu vois? Ruffy, quand c'est allé au sol, voilà, Benoît, on a vu ce qu'il en a fait très vite. C'est pas du tout le même animal, je trouve, à prendre. Profil, c'est un striker, c'est pas Stephen Thompson parce qu'il a des qualités autres, mais voilà, on parle de c'est pas on n'est plus du tout sur la même distance, on est plus là, en vrai, vraiment, le vrai kicking range, il va rien se passer. Parce que Dariush, comme Benoît d'ailleurs, c'est des kickers, mais ils kickent quasiment, au boxing range. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des kickers avec des setups, avec des crochets, ou des feintes de crochets comme le fait Ruffy et ces mecs qui excellent à cette distance lointaine. C'est des mecs quand même qui kickent relativement près, qui sont quasiment au boxing range quand ils envoient les kicks, qui envoient fort. Donc, on est à des distances où tu peux lutter. Pareil pour Benil, hein. Est-ce que, comment ils ont préparé ce combat? Parce que ça fait un petit moment, ils ont eu du temps pour se préparer. Est-ce qu'il se dit: «Je vais essayer de lutter Benoît» ou est-ce qu'il se dit: «Je le garde debout», il y a des chemins de victoire qui sont, Heu, en tout cas, Dariush, c'est son dernier run là-dessus. C'est-à-dire qu'il est sur 2 défaites. S'il bat pas Benoît, c'est quasiment la fin. Donc il y a aussi une pression, même si c'est une star de l'UFC, qu'il a déjà eu Ferguson, qu'on en a parlé comme l'un des meilleurs lightweight au monde. Il y a aussi un côté pression, un côté dernière chance, j'ai envie de te dire, parce qu'ils vont pas le cut, mais 3 défaites d'affilée,
en tout cas, tu deviens plutôt gatekeeper, tu vois? Non, ouais, il y a la victoire contre Moïcano entre les 2 défaites, mais je vois ce que tu veux dire. 3 défaites sur les 4 derniers et on vous renvoie d'ailleurs à notre Jab Culture sur la catégorie des légers, notre série Matchmaker où, on explique bien, hein, c'est aussi ces profils. En effet, tu pas de première jeunesse, donc il y a un moment, si tu veux refaire un peu un dernier run, tu peux pas te louper là contre le numéro 13. Donc pas mal de pression pour Benel. Pour Est-ce que tu as des trucs à rajouter sur le plan technique, sur ce qui t'intéresse dans ce match-up-là, avant que je te pose un peu aussi des questions sur les enjeux et l'impact que peut avoir ce combat-là? Non, je te dis, techniquement, moi, ma grande interrogation, c'est quid du chemin de victoire? Qu'est-ce qu'ils vont choisir, le camp Dariush, en sachant que Benoît, il fait vraiment qu'avancer? Est-ce qu'ils comptent sur Benoît, qui va initier la lutte en premier et se dire: «Bah, voilà, on va travailler là-dessus, on va capitaliser sur le contre de lutte»? Ou est-ce qu'on va avoir un Binil qui l'a déjà fait par le passé, mais qui est plutôt, c'est pas qu'il est monostratégique, c'est que je trouve que depuis quelques années, il il se contente de suivre un petit peu son adversaire, tu vois? Dans les distances. Donc j'ai vraiment envie de voir. Je me dis, «OK, qu'est-ce qu'on va voir de Binil? Qu'est-ce qu'on va voir de Benoît? Dans quel, alors le fan de MMA, il aurait quand même envie de voir ces 2 grands combattants au sol, je te le cache pas, parce que je trouve que les 2 sont très, très forts et ça peut être extrêmement intéressant. Maintenant, s'il faut, je te dis ça, il y aura pas une seconde de sol dans ce combat, ils vont se taper, debout. Donc c'est vraiment l'interrogation de voir là où le combat va aller, en fait. Et alors, je te suis carrément. J'ai vraiment envie de voir une phase de sol entre les 2. Puis ça va tester aussi beaucoup Benoît là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'avec son expérience, même un Dariush et son camp peuvent être même dans le mode: «On va perdre le round 1. Il va lâcher des plumes au niveau énergie et on va aller chercher R2, R3 pour aller chercher cette victoire, ce 29-28, tu vois? Parce qu'on va faire comme dans les combats où on disait tout à l'heure, Aldric, on va s'adapter. On va trouver nous notre la pattern de combat qui fait qu'on va pouvoir scorer ces rounds-là et on va aller les chercher dans la fatigue de Benoît». Ouais, bah, moi, c'est un scénario qui, en tant que coach, me plairait pas parce que, Benoît, il lâche pas. Quand tu vois ce qu'il fait, round 2 contre Moïcano alors qu'il est, explosé, quand tu vois son round 2 contre, mince, le 77 à Abu Dhabi, Élisée. Éliseo, pardon. Benoît, mentalement, il lâche jamais. Donc c'est compliqué de se mettre, en dette, d'un round dès le départ, sur un mec qui a un mental comme ça. Mais tu as raison, ça peut être aussi de l'adaptabilité. Tu peux très bien te dire: «Bon, bah, Benoît, il va pas lâcher, mais moi, je vais aller le chercher différemment». Benoît est favori, des bookmakers, c'est logique pour toi? Tu sais, les algorithmes, ils sont toujours très compliqués. Maintenant, quand on se réfère, au dernier combat, bah, c'est parce que encore une fois, tu as raison, il y a cette victoire contre Moïcano, mais en général, sur leurs statistiques qui résonnent sur les 3 derniers à peu près, tu vois? Et si tu regardes, ça se discute. Franchement, ça se discute, mais moi, pour moi, si je dois faire ma statistique à moi, je vois Benoît, devant. Ouais. Mmh. Ouais, je le mets aussi un peu devant. C'est le style qui fait le combat, mais moi, je vois un petit, un 60-40 ou voire même un 65-35 pour Benoît, hein, je vois moi. Hein, je le mettrais aussi devant, puis c'est avec les dynamiques, l'âge tout simplement. Enfin, tu vois le côté, Benoît, on sent qu'après son année 2024 plus compliquée, bah, qu'il revient un peu fort et qu'il est reparti sur un run. Je trouve ça logique qu'il soit le favori. Après, c'est un combat de très, très haut niveau. Là, on parle du top 10 des moins de 70, d'un Benel Dariush. De toute façon, le test est énorme. Impact, je t'en parlais, je voulais ouvrir un peu ça là-dessus. J'ai dit, il y a un monde, vu comme Dariush s'est fait toucher dans des premiers rounds, ou finalisé d'ailleurs, pour ces 2 défaites. Il y a un monde où Benoît peut faire une grosse perf et un finish au premier round, si ça se passe bien, qu'il connecte bien, qu'il touche bien. Peut y avoir un impact énorme, Aldric, parce que ouverture d'un pay-per-view qui va être aussi regardé que ça dans le monde, parce qu'on va parler de tout le reste, et on l'a dit au début, c'est une carte folle, donc il va y avoir beaucoup. Les yeux de la communauté MMA seront sur cet événement. Tu fais un gros finish là, pour ouvrir cette carte au Madison Square Garden, où tu as déjà fait un gros finish contre Frévola il y a 2 ans, heu, ça accélère derrière, tu vois? On va très vite se retrouver avec des gros fights pour Benoît s'il passe, l'étape Dariush, hein. Clairement là, tu tapes ce mec-là, tu peux très facilement prétendre au gagnant de je vais te choquer dans ce que je veux dire, mais je pense que tu peux très facilement aller mettre ton grain de sel dans le gagnant de Tsarukyan, Hooker, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour peu que Ilia soit matché contre quelqu'un d'autre, ça, cette question, je pense qu'on va avoir la réponse d'ici, 2 à 3 semaines, tu vois? Eh bah, tu peux te dire: «Bah, OK, bah, je vais aller mettre,
mon grain de sel. Mais par contre, là où tu as raison, c'est que ça, surtout que Dana, il a déjà dit que ça, c'était hypothétiquement le prochain challenger. Pour aller faire ça, il faut faire un énorme statement. Il faut laisser Dariush Redmore dans la cage du Madison. Et là, peut-être que tu peux aller mettre ton grain de sel là-dessus et exiger le vainqueur de Hooker Saroukian. De toute façon, si tu fais ça, ça te coûte rien de le réclamer. Pas sûr qu'on te le donne, mais on peut même aussi te donner le perdant, ce qui est déjà hyper intéressant. Je trouve que si tu fais un gros statement comme ça, tu passes déjà au-delà, tu vois, d'un Gamrot qui, je crois, est 8e. Je pense que tu peux aller viser plus haut. Et même dans le scénario, bah, on va voir, comme tu as dit, je pense qu'Ilia va être booké sans doute pour janvier. C'est la grosse rumeur hein, sur la première carte énorme numérotée de Paramount. Il y a toujours cette, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, il y a les deux possibilités qui seraient Pimblet pour la rivalité ou Geji qui a réclamé son title shot. Selon ce qu'ils choisissent, tu peux aussi aller taper l'autre, en fait, Aldric, si tu as fait un statement. C'est-à-dire Benoît, Geji, même si Geji a dit que title shot, mais voilà, tu peux essayer d'imposer ça à l'UFC ou, et là je rejoins ta fantasy card des moins de 70, mais si c'est Geji qui est choisi contre Ilia, Pimblet BSD, si tu as fait un gros statement. Moi, tu sais que j'en rêverais de celui-là, hein, vraiment. Ce serait cool quand même, ce serait très cool, ouais. Un petit refaire la coupe des Beatles, comme tu avais dit. Je cite les grands auteurs, monsieur Cassata. On a fait le tour sur Benel de Benoît. Rien d'autre à rajouter? On va repartir sur repartir du main event et redescendre le reste de la carte, parce que j'ai dit, il y a des enjeux à tous les niveaux. Bien sûr, le main event, Jack Della Maddalena, le champion des moins de 77, titre qu'il avait pris à Montréal à l'UFC 315 contre Belal Mohamed. Donc, c'est sa première défense contre Islam Makhachev, l'ancien champion des moins de 70, qui monte, qui pour son premier combat en welter, va donc tenter de devenir double champion et d'être le premier, on l'avait expliqué la semaine dernière, à devenir champion des welter après avoir été champion des lightweight, puisque BJ Penn l'avait fait dans le sens inverse. On a parlé de l'historique la semaine dernière, mais on va parler bien sûr de la technique et du match-up. Je vais commencer, je lance nos débats là-dessus par une quote de Islam Makhachev ces derniers jours. Islam Makhachev, 2 points, je peux striker avec n'importe qui et je vais vous le prouver le 15 novembre. JDM, Jack Della Maddalena, c'est quand même une très belle boxe, Aldric. Ça sait faire beaucoup de choses en boxe, ça s'est bien varié, ça s'est combiné. Ça touche au corps et tu sais comme moi j'aime ça en tant qu'amoureux de la boxe anglaise. Même défensivement, c'est plutôt très très bon à ce niveau-là de boxe anglaise. Il y a des pas de pivot, ce qui n'est pas toujours le cas en MMA. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'aime dans sa boxe. Est-ce qu'on peut être sur un Islam qui, tu sais, être sur le combat où il faut pas y aller trop confiant sur ton striking. Tu vois ce que je veux dire? Et pas te prendre pour un autre et faire ce que tu sais faire, à savoir du MMA. Et que si tu veux striker avec JDM, tu peux avoir une très mauvaise surprise en vrai. Non, mais il peut striker avec tout le monde. Il a un niveau de striking qui est Oui. exceptionnel. Maintenant, un peu de contexte. Je suis pas d'accord avec les 3 centimètres de taille qui sont donnés là-dessus, parce qu'encore une fois, quand tu parles en pied, il y a toujours beaucoup de latitude. Moi, je pense, je fais un global. Pour moi, il y a 5 centimètres pour les deux. C'est-à-dire qu'il y a 5 centimètres d'écart. Et très important, il y a 5 centimètres de reach. Ça, c'est important par contre, Alex. C'est beaucoup, 5 centimètres de reach. C'est énorme. Il y a ce contexte-là qui me paraît favorable à Jack. Il y a le fait aussi que je pense, sous toute réserve, même s'il y a des contre-exemples, que quand tu montes d'une KT, tu perds un petit peu de KO power. Je- Par rapport au gabarit de Jack qui est énorme et tout. Même si je te dis, il y a plein de contre-exemples. Patterson, même Axel Sola, tu vois, qui est monté, qui a mis un KO. Néanmoins, en général, quand même, tes frappes, elles ont moins d'impact quand tu fais ce gap. Et voilà, donc du coup, moi, je serais très prudent. Tu vois, je ne sais pas ce que coach Khabib a travaillé. En plus, même si on parle du striking, je vais juste te dire un mot. Moi, je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, qu'il y a une très grosse présence, Greg Jones, quand même, dans cet affrontement. Il apparaît partout. Moi, j'arrête pas de le voir en interview, sur des réels Insta. J'entends parler qu'il a payé lui-même son Airbnb parce que pour lui, c'était son devoir d'être avec Jack. Tu vois, je sais pas, je trouve qu'il y a une très, très grosse présence de Greg Jones au milieu de tout ça. Donc, je ne sais pas quel va être le game plan du coin islam, mais debout, c'est risqué quand même. Debout, c'est risqué parce qu'on a vu quand même que même si c'est très solide, il, il prend des coups debout. Ne serait-ce que, pareil, je vous demande pas de me croire, hein, regardez Volca 1 sur un gabarit de 66, quoi. Donc, c'est danger debout, hein.
C'est dangereux debout. J'adore les passes D d'Aldric Cassetta parce que tu m'as ouvert 2 des gros thèmes que je voulais ouvrir avec toi juste en une seule réponse. Donc je vais commencer par le premier. Tu sais, on en avait dit la semaine dernière, Islam, il dit qu'il pouvait être qu'à 60 en lightweight, en moins de 70. Tu y crois vraiment? Et est-ce que, tu vois, pour toi, son poids, en fait, jouait beaucoup dans sa façon aussi de pouvoir dominer ces moins de 70? C'est que forcément, c'est un gros gap, hein. Là, tu parlais qu'en vol qui monte, il y a 4 kilos d'écart entre moins de 70 moins de 70. Là, il y a 7 kilos d'écart. C'est un énorme gap entre lightweight et welter. Il y a une raison pour laquelle il y a que BJ Penn qui l'a fait et dans le sens inverse. Tu vois, à quel point ça va jouer ça, cette montée de poids? Parce que sur certaines vidéos aussi qu'on a vu passer sur les réseaux, là, Aldric, tu as dû les voir comme moi, il a l'air big quand même, Islam. Ça a l'air d'être un plus gros Islam. Islam, c'est un gros lightweight, je te l'ai toujours dit. Moi, je l'ai vu côté à Abu Dhabi, pour le choc d'Oliveira, c'était absolument monstrueux. Il y avait Mokaev et Makhachev, tu les voyais côté 3 jours avant, dans une souffrance, absolument abominable et bien sûr que c'est un gros lightweight, ça, c'est évident. Maintenant, pour moi, le meilleur exemple, il y a 2 exemples, Aljamain Sterling et Pereira, qui sont est-ce qu'on peut s'il devait y avoir des records du monde des bullies dans une KT, Alex, je pense que les 2 ils pourraient être prétendants. Je veux dire, Aljamain dans son règne et dans ses combats pour la ceinture à 61 et Pereira à 84, est-ce qu'on a déjà vu plus gros, en MMA dans des catégories? J'en doute. Il y a sûrement d'autres exemples et mettez-les en commentaire, mais voilà, j'ai envie de m'intéresser à ces 2 exemples parce que c'est 2 bullies qui sont montés, derrière. Et on pourrait même mettre Figueiredo, qui était aussi, peut-être un des plus gros flyweight de la planète, également. Et je sais pas, à chaque fois, c'est le même rendu, même si il y a des, montées de KT qui se sont avérées, plus que prolifiques, pour Pereira notamment. Mais par contre, cet effet bully, cet effet puissance, il disparaît. Que ce soit Figueiredo, Aljamain et même Pereira, moi je trouve qu'à 93, bien sûr qu'il a gardé son punch exceptionnel, mais il y a moins cette sensation de: «Oh waouh, il est énorme, il est huge pour la KT», tu vois? Et comme tu dis, en plus, c'est des KT les plus petites où il y a que 4 kilos. Alors sur une KT où il y a 7, avec un franchement, avec un gros welter. Jack, c'est un gros. C'est parmi, c'est vraiment des mecs qui remontent à 87-88 kilogrammes, le jour du combat, tu vois? Donc non, il risque d'y avoir une petite, différence quand même parce que le mec cut pour arriver à ça. Alors que Islam, je te dis pas il va rester comme il est, c'est pas vrai. Mais je pense que, moi, j'ai envie de penser qu'on aura un Islam dans les 86-87, mais moins écorché, moins optimisé qu'un Jack. Dans la cage, il y aura 2 kilos d'écart maximum. Mais par contre, chez Jack, ce seront des kilos optimisés dans une KT où il performe à 100 et où il a ses repères. Ça aussi, c'est important. Pour, Islam, ce sera une première et je pense qu'ils seront un petit peu moins optimisés que ceux de Jack. Et quand tu as 7 kilos d'écart entre 2 KT, tu peux même te dire, hein, moi je me faisais la réflexion, est-ce que c'est pas une erreur de monter au title shot direct? De pas faire une petite étape et plusieurs mois de construction pour te construire dans cette nouvelle KT avant de t'attaquer au champion, tu vois? Après, il est tellement dominant, c'était pas une insulte, mais c'était compliqué d'aller lui donner et je sais et franchement, je sais, je dis pas que je suis rentré dans leur tête, mais je pense comprendre quels sont leurs repères. Tu te rappelles que, ils ont eu, mince, l'ancien adversaire de Jack, Belal. ils ont eu Belal en camp et selon mes infos, ça se passait très mal pour Belal en sparring avec Islam. Donc là, ils se disent: «OK, bah, en fait, on y est au gap. Belal, il est énorme, c'est pas un problème de puissance» et là, je te sors mon plus beau carton, oui, mais parce que c'est malgré tout pas pareil. Islam, malgré que ce soit un des plus talentueux, avec, Ousmane en striking du camp, Nurmagomedov, ça reste un lutteur, un samboïste de formation et je pense que c'est plus facile de gérer le poids et la puissance de quelqu'un dans la discipline dans laquelle tu excelles et de prédilection qu'en striking. Voilà ce que je pense. Parce qu'en striking, il faut se bouger, il faut aussi se déplacer, il faut gérer la longe, comme je te le disais, 5 centimètres, c'est pas rien. Il faut gérer la puissance des frappes qu'il va recevoir en face et malgré tout, même si Belal pense que c'est un Canelo en puissance, c'est pas le cas. Il va falloir gérer les mains lourdes de Jack et ça peut être, extrêmement déterminant dans ce combat.
Ah, je t'en parlais dès le début, parce que ces mains lourdes, cette qualité de boxe, cette qualité debout de JDM, pour moi, c'est essentiel à ce combat-là. Mais je peux entendre aussi quand il disait j'étais qu'à 60%. Tu as raison, le côté bully, le côté KO power, il disparaît un peu. Par contre, si j'ai un Islam Makhachev à 100%, bien dans son corps, même s'il est un peu plus léger ou plus, tu vois, que c'est pas un welter comme peut l'être JDM, et donc à 100% de ses capacités techniques, moi, je me demande aussi si on va pas voir le meilleur Islam qu'on a jamais vu, en vrai, Aldric. C'est aussi possible, ça. C'est aussi possible qu'on soit choqué par ce qu'on va voir dans la cage samedi à New York, hein. Alors, j'y crois moins. J'y crois moins. D'ailleurs, cette question, tu sais quoi? On va la garder. Alors, on aura déjà eu une partie de la réponse quand on recevra Vincent Dutili euh, dans nos studios. Mais ça, c'est une question qu'il faudra lui poser. Moi, pour moi, hormis, je crois que c'est Pierce, Alex, où ils n'ont pas beaucoup de temps de réhydratation, où ils ont la pesée dans l'après-midi, je crois, et qui, du coup, ils ont que 26-27 heures de laps de temps entre la réhydratation et le combat. Mais hormis ce petit cas exceptionnel et très rare, puisque je crois que c'est arrivé une fois en 3 ans, les 36-40 heures de réhydratation, j'explique pourquoi autant de temps, parce qu'en général, il y a une journée et demie. C'est-à-dire que la pesée, c'est à 9 heures pour les main events parce qu'ils sont prioritaires. Ils n'ont même pas besoin de faire la queue. Et un gars qui s'est pesé à 9 heures et qui fait main event va recombattre le lendemain, mais à minuit ou 23 heures. Du coup, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de récupération parce que ça fait quoi? Ça fait 40 heures, Alex. Donc, est-ce qu'en 40 heures, tu peux te rapprocher des 80% d'optimisation et de réhydratation? Moi, je pense que c'est plutôt ça les chiffres. Néanmoins, on garde cette petite pochette surprise et on développera ça avec un expert de la diététique et du cutting qui est Vincent, The Wizard Utili. Et qui sera avec nous avant la fin de ce mois de novembre. On vous prévient déjà dans nos studios Ricordia à Nice. Le deuxième point que tu as ouvert tout à l'heure, qui est très intéressant, bien sûr, Craig Jones. L'influence de Craig Jones. Moi, à l'époque, avant le combat, le numéro 1 entre Volkanovski et Islam Makhachev, j'avais reçu Craig Jones à l'époque dans le Fighter Club sur RMC. Il nous avait expliqué combien c'était une quête, ce que tu as dit tout à l'heure, c'était une quête de vie, hein, pour lui, hein, de casser ce truc de la lutte dagestanaise et de prouver qu'il peut avoir la solution à ça. Quand on se souvient, parce que le 2, c'est quand même un short notice, hein, pour rappel, pour Volkanovski, mais le 1, avec tout un camp de prépa, il se fait plus que se défendre, Volkanovski, et c'est un mec qui vient des 66. Et c'est là où ce combat devient fascinant, t'as raison, parce qu'on a ouvert plein de portes depuis tout à l'heure. Mais s'il a réussi à faire de JDM, qui, au-delà de sa belle boxe dont je parlais tout à l'heure, est très bon dans la défense de cette lutte ou de ce grappling. Il est très bon dans les scrambles pour pouvoir se relever assez vite et, tu vois, gérer le truc tranquille. Belal, il n'a pas réussi, hein. Même si Belal nous avait dit qu'il voulait boxer, puisqu'on rappelle que Belal, c'est Canelo. Mais il n'a pas réussi à l'amener. Et il est bon dans ses scrambles. Mais si Craig Jones, la référence est toujours belle, si Craig Jones a fait de JDM un Volkanovski qu'on a vu contre Makhachev, tu vois, en termes de défense de ça, mais à 77 kilos, là, en effet, Islam, il peut être en galère, Aldric. Ouais, le truc est dingue et vraiment, là, pareil, je parlais de BSD Dariush, le scénario, là aussi, il est fou. C'est pour ça que cet UFC de la semaine prochaine, il mérite la nuit blanche et il mérite pas que tu te lèves à 6 heures du matin et que tu regardes le replay parce que c'est le niveau mondial, c'est le top niveau. T'imagines, on va avoir le top niveau lightweight, le top niveau welterweight, le top niveau en flyweight féminine. Et en fait, c'est là qu'il y a la beauté de ce sport. Parce que des fois, tu sais ce que tu vas voir. Tu vas voir du striking et le meilleur l'emporte. Et des fois, c'est un fight fact, c'est un coup du sort qui gère ce truc-là. Là, il y a tellement de possibilités intellectuelles, euh, Khabib et le game plan qu'il va mettre en place derrière. Mais Greg Jones, avec la réponse du game plan, surtout sur ce game plan, je minimise pas coach Khabib, hein, mais en général, là où il excelle, c'est sur des game plans mixés, Khabib, où tu mixes le striking et l'appréhension. C'est là où il est le meilleur coach au monde, pour moi. C'est pas un coach de striking, sinon on le verrait dans le coin des mecs au Glory, tu vois. C'est une boutade, mais je le pense sincèrement. Je pense que là où il excelle, pardon, c'est vraiment dans ça. Donc, d'un côté, Khabib, de l'autre, la réponse qu'il a pu travailler avec les setups de scramble qui ont été mis en place par Greg Jones. Et on y arrive, Alex. Moi, ça me fait plaisir de voir ça parce que le MMA est en train vraiment d'évoluer. Et ce qu'on voyait en grappling il y a 2 3 ans, on commence à le voir en MMA aujourd'hui. Je parle de K-Guard, je parle de X-Guard.
de Camille Bazami. Je suis content et spécial dédicace à mes élèves qui sont avec moi au quotidien. Mais voilà, il y a des trucs sur lesquels, des systèmes sur lesquels on travaille depuis 2 3 ans et on commence à les voir dans ce MMA professionnel qu'est l'UFC et ça me fait très plaisir parce que le niveau, il est en train vraiment d'augmenter et ça commence à être vraiment infini. On en parlera tout à l'heure, mais tu regardes Morales Schnell, c'est le niveau au sol, il est dingue. Il y a des setups hyper avancés qu'on voyait qu'en grappling il y a quelques années et que là, on voit en co-main event d'un UFC Apex. Par contre, Della Maddalena, très bon sur les scrambles, je le disais, mais t'as pas le droit à l'erreur contre Islam. Islam, il l'a montré contre Oliveira, il l'a montré contre Dustin, montré contre Moïcano, contre d'autres. Tu fais une erreur, il est tellement opportuniste, tellement efficace dans son grappling au sol que tu peux le payer tout de suite. Donc c'est aussi un côté, on en parlait avec Cyril avant Aspinal, c'est des trucs où il va falloir être parfait tout le long. Ah, tu te loupes, tu te fais étrangler ou tu te prends une clé de bras. Donc, parce que Islam, il faut lui mettre ça en crédit. Il a un sol peut-être un petit peu moins, enfin, c'est pas peut-être, là, c'est les chiffres qui parlent, moins performant en termes de grande endpoint, il met moins de frappes, mais par contre, il est plus létal au niveau des soumissions que Khabib ne l'était. Et ouais, tu peux te faire finaliser très facilement, tu peux te faire étrangler, tu peux prendre une clé de bras. Niki Moura, il a une palette technique qui est très variée, Islam aussi. Maintenant, je te dis, Alex, le gabarit aussi. Oui, il a certainement dû très bien lutter avec Belal, mais sur les scrambles, on a vu que malgré l'écart de poids, parce que Volka, il n'avait fait aucun effort pour sa montée en lightweight, aucun. La preuve, c'est qu'il est redescendu très facilement derrière dans sa caté d'origine. Donc, on a vu que ça a marché, ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec un mec? Alors, tu vas me dire, oui, mais Islam, il sera plus lourd aussi. Ouais, ok, mais c'est pas la même puissance. Donc, qu'est-ce qui va se passer si tu essaies de garder un mec qui est vraiment un mec qui fait 90 kilos ou pas très loin le jour du combat? Bah, toutes ces questions, on aura les réponses dans une semaine. Marachev, pour parler des bookmakers tout à l'heure, Aldric, il est immense favori. Pas seulement un petit peu favori, il est immense favori. Moi, je trouve des réflexions un peu sur tout ça, mais JDM, c'est le champion, il a mérité son titre, mais je trouve il y a eu Belal, il y a eu Gilbert Burns, il y avait Hollande, mais qui était compliqué avec une split avant. Je trouve qu'il a quand même pas encore assez de références, tu vois, pour qu'on soit sûr de JDM. Là, pour le coup, c'est mon avis perso. Mais pour toi, il est trop favori, Islam? Et est-ce que ça peut lui jouer des tours? On sait que des fois, il peut avoir tendance à sous-estimer un peu les adversaires, le clan d'Agestanais. À avoir le côté, on est trop fort. Même si ils vont chercher la victoire quand même la plupart du temps, je le nie pas, mais est-ce que ça peut jouer ça? Est-ce qu'il peut avoir ça, Islam? Non, ils sont préparés. Ils sont préparés comme si c'était ce qui se fait de mieux en face et c'est ce qui se fait de mieux. Mais non, sur ta réflexion, je te rejoins, tu as raison. Pour l'instant, Jack, sa légende, elle est en construction et il n'a pas encore les rêves, tu as raison. Il y a eu des combats poussifs pour le moment. Et même si son dernier combat à Montréal est vraiment une ref, pour le moment, la logique, pour moi, ils lui ont pas manqué de respect sur les cotes. Oui, il y a quasiment un 3 contre 1 et Islam est favori, mais Islam a beaucoup plus accompli que lui pour le moment. Et même s'il y a un contexte et c'est notre devoir de raconter ce contexte. Attention le poids, attention Greg Jones, attention à pas essayer de faire que striker sur ce combat. Attention, est-ce que au niveau du poids, on est bien, on sera optimisé. Il y a toutes ces warnings, un petit peu ces zones d'interrogation, mais malgré tout, pour le moment, il y a pas photo, hein. Jack, il se construit. C'est un nouveau champion qui a pas vidé le top 10 avant de prendre la ceinture. Donc tout ça mis, derrière, tu as un Jack qui arrive et je sais pas, je te donne des exemples, il arrive avec, un bagage où il a mis KO Kamaru, où il a accompli des trucs énormes dans la KT. Je te dis: «Oh, là, ils l'ont pas respecté sur le». Mais là, pour le moment, c'est très juste ce que tu dis et c'est logique que Islam soit favori. Il a plus l'habitude de ces grandes rencontres que Jack. J'ai 2 dernières questions qui vont tourner autour de ta dernière phrase, d'ailleurs. C'est l'adversaire le plus compliqué de la carrière de Marachev? Malgré qu'il a affronté des Volkanovski, des Oliveira, mais par la différence de poids, la montée et tout, c'est pour toi, c'est le défi le plus dur qu'il ait eu? Ce à quoi il s'attaque, c'est très chaud et je te dis, c'est vraiment des trucs, c'est grandissime, c'est fabuleux ce qu'ils font. J'enlève pas de crédit à Georges, mais Bisping, c'était vraiment un bon match-up, tu vois? Hem
Tu t'imagines que dans la même caté, il aurait pu aller affronter un Romero, si le contexte avait été différent et Bisping, ça a jamais été un gros middleweight donc c'est pas que j'enlève du crédit à Georges, c'est que faire ça est tout simplement monstrueux. Aller chercher une caté à 7 kilos d'écart où le mec va faire peut-être 90 le jour du combat, c'est énorme et c'est pas pour rien que c'est des trucs qui ont été faits, que sur des très grosses catés. Je minimise pas, mais tu me fais middleweight, light heavyweight, vu le niveau technique qu'il y a en light heavy, ça reste des perfs, qui sont plus entendables. Là, c'est énorme. Là, tu fais un truc comme ça, c'est une dinguerie. Ah, je suis d'accord. Et cette caté, d'ailleurs, ce côté welter, middleweight, il n'a pas été fait souvent non plus. À cause de ça aussi, c'est énorme comme montée. Et moi, je parallèle ça à la boxe où il y a beaucoup plus de caté dans les petits poids que moi j'adore. Parce qu'en fait, une différence de 2, 3, voire 4 kilos dans les petites catés, elle est très importante. Mais plus tu montes, plus tu peux avoir ces gaps-là. Parce que c'est comme la light heavyweight et heavyweight en MMA. Tu vois, là, ça se compense un peu plus. Mais 7 kilos quand tu es en 70, c'est un autre délire quand même. Et c'est la dernière par rapport à ça, c'est qui fait le combat de sa vie en fait. Pour qui c'est le combat le plus important? C'est JDM parce que si tu bats Islam Makhachev, tu as battu un des top 3 pound for pound, tu as confirmé que tu étais vraiment ce champion, que tu l'avais mérité. Ou Islam parce que si tu fais ça, c'est une dinguerie comme tu as dit. Tu passes Rabib on va dire dans la conscience collective de qui a fait le plus dans ce sport-là et tu fais un truc que ton mentor et ton grand pote n'a pas fait. Qui est plus dans c'est la soirée de ma vie au Madison Square Garden. Je pense vraiment qu'Islam a beaucoup plus de pression. JDM, il vient d'attraper la ceinture, tu vois? Il vient de faire la ceinture, il fait sa première défense de titre, il goûte, il vient de goûter un petit peu à ce qu'était le Graal de l'UFC et le voyage en première classe et tous ces trucs-là, tu vois? Mais en vrai, je pense que, la pression, il a même pas eu le temps de l'avoir, tu vois? Il savoure. Il a pris son titre voilà, c'est devenu la figure de l'UFC, Walter, depuis le mois de mai 2025. Là où il fait sa première défense de titre, il y a des arracheurs de tête partout. Là, on lui donne le mec qui monte de lightweight. Je vais te dire un truc, pour moi, c'est pas du tout le pire qu'il aurait pu avoir, malgré tout, sans insulter Islam, hein. Donc, le mec qui fait sa défense de titre avec une pression de nouveau champion. Islam, par contre, on sait l'importance du mot défaite, dans les pays du Caucase. On sait le défi qu'il attend. On sait qu'il c'est une montée d'une KT, c'est énorme et ça se prépare. Non, non, ça c'est sûr, incontestablement, la pression, elle est du côté d'Islam. Ouais, puis en plus, tu vas avoir beaucoup plus de pression, de redescendre faire Topuria si t'as pas gagné que si tu as vaincu et que tu peux lui dire: «Bah, viens, monte mon coco si tu veux qu'on s'affronte». Donc beaucoup de pression, je suis d'accord sur Makhachev. On a fait le tour de ce main event, on avance sur le co-main event parce que là aussi on est sur du très lourd. C'est juste un des plus gros combats de l'histoire du MMA féminin, Aldric. Je vais être clair et net. Valentina Shevchenko, la championne chez les moins de 57 kilos, sa deuxième défense depuis qu'elle a repris le titre à Alexa Grasso après Manon Fiorot en mai à Montréal, contre Weili Zhang, l'ancienne championne par 2 fois chez les moins de 52, qui était sur 3 défenses dans son deuxième run après avoir pris le titre à Carla Esparza, c'était à l'UFC 280 à l'époque. On est d'accord, hein, un des plus gros rendez-vous de l'histoire du MMA féminin, Aldric. C'est quand même une dinguerie ce match-up. Déjà, l'expérience des 2 filles, Weili va faire son 30e et Valentina son 31e. C'est complètement fou, Alex. C'est déjà l'expérience des 2 est exceptionnelle. Hem, Après niveau technique, on sait qu'elles savent tout faire. Le chemin de victoire des 2 et elles l'ont prouvé. Ça va au sol, ça se déplace, ça met des KO. La palette technique est dingue, ça kick, ça punch, le clinch aussi. Hem, je pense que il y aura des affrontements qui vont être plus médiatiques encore que ça et je pense à Kayla Harrison et compagnie, mais ce sera moins beau techniquement. Je pense que là, on est au graal technique de ce qui peut se faire, dans le MMA féminin. Ouais, on rejoint, tu vois, pour dire, quand je disais un des plus gros de l'histoire du MMA final, bah, les deux Nunes Shevchenko qu'on a eu à l'EFC, même si elles n'étaient pas encore ce qu'elles étaient, Nunes Cyborg, enfin, on est dans ce genre de niveau-là. C'est même plus juste un choc pour la ceinture, c'est un choc historique pour ces catégories-là. C'est Weili Zhang qui monte. C'est elle qui va défier la championne voilà, qui est installée depuis des années en moins de 57, même si elle avait perdu son titre contre Grasso. Euh, Qu'est-ce qu'elle doit faire, Weili? C'est quoi son chemin pour toi pour aller chercher cette victoire? Et est-ce que la dimension physique, il y a 5 kilos là, on parlait des 7 tout à l'heure, là il y a 5 kilos. Est-ce que la dimension physique est trop importante? C'est-à-dire, est-ce que tu vois, une Manon qui est déjà une énorme flyweight, bah, c'est compliqué, même si elle l'a réussi sur beaucoup de phases à Montréal,
physiquement d'imposer son style à Valentina. Est-ce qu'une Wiley peut le faire? Et donc, c'est quoi son chemin? Alors, moi, je te dis, hein, depuis le départ, je pense que mon choix est pour Valentina et c'est pas du tout parce que c'est un choix qui m'arrange, c'est vraiment quelque chose de neutre et qui se réfère au combat. Euh, Moi, je le sens pas très bien pour Ling, même s'il y a un chemin de victoire, attention. Elle a montré, quand elle mixe la lutte et les takedowns, qu'elle est capable vraiment de faire des choses très importantes et elle mixe bien la boxe et la lutte par rapport à sa distance, par rapport à un ensemble de choses. Là où c'est un peu compliqué, c'est euh, le ring rust, même s'il est court, parce que son dernier combat, c'est que février 2025. On sait qu'elle a peu et pas eu l'occasion de s'entraîner beaucoup. Elle était beaucoup dans la promotion de ses films et surtout, elle s'entraîne beaucoup moins souvent qu'avant en Chine. C'est-à-dire que si tu regardes un petit peu sa vie ces 2-3 dernières années, c'est Bang Tao beaucoup, États-Unis aussi et là, on sait qu'elle est beaucoup restée en Chine et je pense que c'est pas un manque de respect, mais globalement, l'adversité et le choix des sparring et le niveau en général, il est quand même moins important, même si c'est un continent qui est en devenir et qui est en train de prendre beaucoup d'importance dans le MMA, c'est quand même très différent. Quant à Valentina, je pense que ce qui a changé sa fin de carrière, c'est la défaite de Grasso. Aujourd'hui, elle prend tout le monde très au sérieux et à fond, et ça change tout. Et si elle est préparée comme ses deux derniers combats, je pense que ça risque d'être très compliqué parce que ce jeu, elle le maîtrise bien. Mine de rien, c'est pas mauvais en défense de lutte, c'est fort en clinch. Et comme tu dis, elle a l'habitude de prendre des filles costauds. Là, on sait que ce gap de 5 kilos, c'est assez similaire avec le cas Islam. Je pense qu'elle va juste moins cutter. Je doute qu'on voit une Welling qui a pris en masse musculaire et qui a rattrapé le gap qui est le sien. Et j'aime bien la comparaison avec le combat de Jack et de Islam parce qu'on est un peu finalement sur la même chose en termes de centimètres. Euh, on a encore ces 5 centimètres qui viennent, que ce soit en reach ou que ce soit on a à peu près la même chose encore. On a encore ces 5 centimètres qui sont beaucoup. Et peu importe que tu sois 1,80 m ou 1,63 m, c'est pareil, Alex. On a ces 5 centimètres qui vont venir gêner la boxe de Wailing et les kicks de Wailing. C'est intéressant aussi la réflexion que tu as fait parce que sur le fait qu'elle prenne très au sérieux les adversaires depuis Grasso et ce petit combat où elle avait trébuché. En effet, j'ai l'impression que, parce que ça aurait pu être un chemin pour une Wiley, elle est tellement forte techniquement que tu fais une erreur contre elle comme Valentina avait fait contre Grasso sur le premier, elle peut capitaliser. Elle a les armes techniques. Mais j'ai l'impression que Valentina en fera plus. Enfin, tu vois, elle s'est mise dans un mindset où ça arrivera plus parce que, comme tu dis, ok, je l'ai fait une fois, je suis Valentina Shevchenko, je ne le referai pas deux fois. C'est exactement ce que je pense. Là, tu lis dans mes pensées. C'est exactement ce que je pense. Euh, Tu disais tout à l'heure, tu penses qu'elle va gagner. Je te rappelle, moi, quand le combat a été annoncé, je me disais, Wiley, elle a les armes. Et plus le combat approche, plus je bascule de l'autre côté, parce que je pense qu'en effet, la dimension physique, et quand tu revois le combat de Valentina contre Manon, où Manon, c'est pas Wiley en termes de physique quand même, c'est vraiment autre chose à prendre. Je pense que Valentina va pouvoir très, très, très bien le gérer, ça, et que si elle est sérieuse, elle va remporter ça. Mais au-delà de la liste technique, tu disais, c'est pas juste parce que ça m'arrange, mais quand même, Coach Casata, on est entre nous là, il y a personne qui nous regarde. T'es quand même plus pour Valentina. Si pour les scénarios possibles de cette catégorie-là, parce que ça peut être chiant, on sait, Wiley qui gagne, revanche, trilogie, tout ce que tu connais. Euh, le cœur pencherait quand même plus pour Valentina, si on peut choisir. Je te jure, Alex, que là-dessus, on est euh, très détaché. C'est-à-dire que je pense que de toute façon, tout est écrit et qu'on verra bien de quelle façon on s'adapte pour Manon. Mais il y aura vraiment, il y aura le fan de MMA et l'analyste et le coach qui vont regarder pas en même temps. La première diffusion, ce sera le fan de MMA et la deuxième, ce sera le coach et l'analyste qui vont faire en même temps. Mais c'est fini, il y a plus de prise de tête avec ça, de se dire: «Oui, on espère qu'on aura ça, qu'on» non, il y a combat par combat, il faut, dézinguer le top 5 pour, faire parler de toi et faire, une très, très belle fin de carrière, faire ces 3-4 dernières années qui vont faire de toi que tu inscris ton nom au panthéon de ce sport ou pas. Et il y a pas beaucoup de considération là-dessus parce qu'en fait, la réussite, c'est ça, c'est d'enchaîner les combats, c'est pas de compter sur une contre-performance ou un truc comme ça. Maintenant, que la meilleure gagne et on verra bien comment ça se passe parce que après, il y a plein de scénarios, Alex, hein. Oui, il peut y avoir une revanche et une trilogie, mais il peut aussi y avoir une blessure derrière avec
des opportunités. On ne sait pas de quoi demain est fait. On va juste regarder la meilleure s'imposer samedi soir. Et quand je préparais l'émission, je me suis dit: «Tu sais quoi? En fait, en plus, il y a même un scénario», parce que tout le monde dit ça sur, mais il y a même un scénario où tu peux faire une revanche, même si c'est Valentina qui gagne. Si c'est une split décision un peu controversée ou quelque chose comme ça, c'est pas pour ça qu'il y aura pas de revanche, en fait. Donc, vous avez raison de rester, détaché là-dessus. Wiley, tu penses qu'elle reste si elle est battue? Ou qu'elle redescend reprendre sa couronne en bas? Je manque un petit peu de data. Elle m'a pas mais elle fait 1,63 m. C'est très petit pour une flyweight, mais elle m'a j'étais à côté d'elle, à la Sphère. Ça date un petit peu, mais elle m'a pas l'air non plus énorme. Hem, Moi, j'ai un seul avis là-dessus et je vais me référer à Rose Namajunas. Si tu montes pour les mauvaises raisons, tu ne peux être riche qu'en mauvaise expérience. C'est-à-dire que si c'est pas une limite physiologique, que c'est une flemme de côté. Et là, je vais reprendre des paroles de coach Khabib. Ce cut, cette discipline, elle te donne de la méchanceté et de la bonne agressivité le jour du combat. Alors, si tu commences à, dans l'opulence, un petit peu te dire: «Ah non, ben vas-y, là, sur la fin de ma carrière, je cut moins», la seule chose qui va t'arriver, c'est une grosse galère. Et regarde, Rose, voilà, elle cut moins, elle ne performe plus. Parce que ça manque de quelque chose, parce que le gabarit ne suit pas, parce qu'il y a moins d'agressivité, hein. Il a raison coach Khabib, hein. Le régime, ça rend de mauvaise humeur et ça te donne envie de faire payer, ton partenaire de la soirée. Mais j'aime beaucoup cette image qu'il a dit il y a 3 4 ans, si je dis pas de bêtises et moi je m'y réfère assez. Je pense que si ton corps ne dit pas stop et donc ça c'est facile, hein, ça veut dire que tu rates le poids, que tu transpires plus et compagnie. Je pense que c'est un très mauvais calcul que de faire ça. Ah, mais je te suis beaucoup sur la comparaison avec Rose. Rose, c'est pas le même niveau de performance depuis qu'elle est montée en moins de 57, et ça peut être un et ça peut être un exemple pour Wiley, de se dire, si ça se passe mal là, bah, je redescends. Mais en tout cas, si elle reste là, moi je fais mon matchmaker toujours pour les combattants d'Aldric Cassata, mais on sait jamais. Si elle reste, que Valentina monte pas, tu vois, pour faire une deuxième ceinture ou un truc, ou prend pas sa retraite et qu'on donne à Valentina Natalia Silva next, et que Wiley décide de rester, Wiley, Zhang contre Manon Fiorot, c'est pas mal. C'est cool, ça a de la gueule. C'est les combats que Manon mérite. Moi, je lui souhaite d'avoir une wedding parce que voilà, c'est des combats magnifiques, c'est des combats de légende et c'est les combats que Manon, elle mérite pour sa fin de carrière. Et les cotes sont pas loin, mais logiquement, Valentina est favorite de ce combat-là. Et on l'a expliqué depuis tout à l'heure, c'est assez logique, même vu. Enfin voilà, c'est elle, c'est Wiley qui monte. Valentina a assez prouvé dans cette KT. Et Valentina, c'est du haut niveau. Donc, mais ne ratez pas ce combat parce que vraiment, c'est le haut niveau du MMA féminin. Donc, ce co-main event, il est très excitant aussi. Les deux autres combats de la main card, Aldric, c'est pour ça qu'on a fait les lightweight avant de faire les welterweight dans notre série matchmaker de Jab Culture, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent chez ces moins de 77 qu'il fallait laisser passer tous ces match-ups. C'est Leon Edwards, Carlos Prates, numéro 4 et numéro 9 de ces welter, et Sean Brady, Michael Morales, numéro 1 et numéro 8. Donc beaucoup de choses qui vont se passer en plus du main event dans cette catégorie-là. Un mot sur ces deux combats-là, mais le premier, Edwards, bien sûr, c'est l'ancien champion, mais 2 défaites de suite. Belal Mohamed pour perdre ta ceinture sur décision. Sean Brady qui le soumet au round 4. Il a commencé à avoir 34 ans aussi. Prates, il est revenu après sa défaite contre Yann Gary avec ce coup de coude retourné contre Jeff Neal à la fin du round 1. Il y a une forme de pression quand même parce qu'on sait que les stars des Fighting Nerds sont sur 0-3 sur leurs 3 derniers combats. Les 3 autres viennent d'être battus, donc tu peux faire une mauvaise passe à 0 sur 4. Comment tu vois ce match-up? C'est Prates le favori des cotes. Est-ce que ça te paraît logique et est-ce que Edwards joue pas très très gros parce que 3 défaites de suite, tu sors de la discussion pour les titres quand même? Largement. Alors, déjà, je mets un peu de contexte dans ce que tu dis. C'est 2 combattants des Fighting Nerds. Donc et honnêtement, alors oui, on parle toujours des 4 fantastiques, mais Rodolfo Vieira, c'est un très gros transfert qui s'est bien passé, puisque depuis qu'il a rejoint les Nerds, il a fait un combat très, 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 très intelligent contre, T TJ Gore. donc il joue beaucoup Fighting Nerds. Là, il y a encore beaucoup de pression. J'ai envoyé un petit message à Pablo hier parce qu'il prenait l'avion ce matin ou hier soir. Il joue beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'en plus, ils ont des match-up. Alors là, les 2 combats, ils sont unilatéraux dans le scénario. C'est-à-dire que sur le papier, c'est striker contre striker pour Léon Prates, même si on sait que Edwards peut pourrir le combat avec des très bons takedowns. Il a déjà fait par le passé
Et au niveau du clinch, par contre, autant sur la lutte, je mets avantage à Edwards, autant sur le clinch, je mets avantage à Prates. Je pense que sur le clinch de Muay Thai, même si les deux excellent, Prates, il a des meilleures sorties en coude et surtout plus surprenant. euh, mais c'est un très, très, très gros combat. Au niveau du gabarit, je mettrais un avantage à Edwards. Après, je parlerai un petit peu de Bonical, mais pareil, parce que c'est un match-up unilatéral. Au niveau du gabarit, on sait qu'Edwards, c'est énorme. Et ça, c'est un des plus gros. Walter, en termes de taille, il fait 1,88 m, Alex. Donc, c'est absolument colossal. Donc, il y aura un avantage, même si il fait 1,85 m, Prates. Il y aura quand même un avantage au niveau de la taille. Au niveau du reach, c'est Prates qui a l'avantage. Ça, c'est fou, mais malgré le gap de taille, c'est Prates qui a une meilleure allonge que lui. Hem, Là, il y a pas cette gestion de la lutte, qui fait souvent, hem, comment dire? Qui vient souvent interférer dans ces combattants de MMA et dans ces strikers. Là, sur le papier, on a en tout cas Edwards, vu ses déclarations et je pense pas que ce soit de l'intox, il va striker. Là, il dit: «Voilà, c'est la première fois que j'ai un striker en face de moi, je vais montrer». Donc je pense que s'il lutte, c'est vraiment parce qu'il est touché et que ce sera de la lutte, de survie. Mais sur le papier, on a un combat très intéressant où on a le style de Prates, Muay Thai, mais avec la patte un petit peu Pablo Sucupira, avec les feintes, avec les coups de coude retournés qui ont fait sa force, contre un Leon Edwards qui, ok, c'est vrai que les derniers combats, c'est moyen, mais c'est le grappling. Même si Sean Brady il a fait un très bon premier round debout, malgré tout, il perd euh, sur l'appréhension depuis ces derniers combats. On sait que son gym, c'est un très gros gym de striker. Le combat est fou. Et là, on va voir, je pense, que ce qui se fait de mieux techniquement. euh, je sais qu'ils ont beaucoup bossé dessus. Fighting Nerd, j'ai pas vraiment d'infos, j'ai juste des dialogues très superficiels que j'ai eu avec Pablo. Mais moi, je pense qu'ils ont bien décortiqué le jeu de Léon et que Prates va nous faire une masterclass. Néanmoins, c'est très chaud ce combat. C'est très chaud. Ouais, très chaud. Prates, il a ce truc un peu explosif aussi qui peut toucher à tout moment et qui peut faire du mal à Leon Edwards. Faut jamais sous-estimer Leon Edwards. On l'a trop souvent sous-estimé dans sa carrière. Et il y a du haut niveau de striking. Et si le combat le demande, s'il est touché, il peut amener dans ses phases de grappling, dans ses phases de sol aussi, où il peut faire beaucoup de dégâts et prendre ses rounds, voire aller chercher mieux. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est cassé, Aldric, moi, depuis qu'il a perdu le titre. En plus, il a mis tellement le temps à y arriver, à ce titre. On l'a tellement fait galérer. Je pense qu'il se dit, de toute façon, mon style, il est pas super aimé aussi par l'UFC. Je sais pas. C'est un feeling. Hein. Là, j'ai pas d'infos, tu vois. Mais j'ai un feeling qu'il y a un petit truc qui s'est cassé chez Leon Edwards. Peut-être qu'il me fera mentir. J'espère pour lui qu'il me fera mentir là au Madison Square Garden, mais qu'on est sur la pente descendante pour lui, même plus que techniquement ou physiquement, moralement, tu vois, dans l'état d'esprit. Tu sais, je t'en parle souvent. C'est la ceinture de l'UFC, c'est ta vie, elle change. Tes sollicitations, ton traitement, tes sponsors. Donc, quand tu goûtes à ça et regarde, ça détruit la vie. Alors, quand je dis la vie, c'est la vie de combattant, hein, mais ça détruit la vie de combattant de Cody Garbrandt, ces trucs-là, parce que, en fait, c'est très difficile. Si tu prends la ceinture et que derrière tu la perds, c'est assez compliqué. Regarde ce qui est en train de se passer pour Grasso aussi, quand même, qui a du mal depuis qu'elle a perdu cette ceinture. Pas de ceinture, elle perd contre Natalia et tout ce qui va avec. Et ça, c'est quelque chose d'humain. Parce qu'en fait, tu es tellement sollicité, tu as tellement d'intérêt vis-à-vis de la compagnie qui t'emploie à l'UFC quand tu es champion, qu'après, j'ai envie de te parler carrément de dédain, tu vois, après ça. Mais il se passe plus rien quand tu es plus champion. Donc c'est compliqué d'aller trouver la réelle motivation. C'est un travail sur soi aussi. Et souvent, il y en a qui n'y arrivent pas. Après, aujourd'hui, avec la préparation mentale, c'est des trucs importants. C'est pour ça que ça me tient à cœur d'en parler dans les Diap Culture. Mais la prépa mentale, la visualisation, tout ça, c'est aussi très important pour aller chercher ta motivation réelle. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que t'en as à faire de l'UFC? Tu combats pour toi, normalement. Mais il arrive très souvent, en cas d'échec, et là, c'est le cas, puisque depuis qu'il perd sa ceinture contre Belal, bah, il y a le combat de Brady qui se passe pas bien non plus. Et surtout, il y a le temps, Alex, qui est un ennemi. J'imagine que sa dernière victoire, c'est décembre 2023. Ça fera plus de 2 ans, presque 2 ans, pardon, qu'il n'a pas gagné sur 2 revers. Compliqué. Et en plus, le match-up, oui, il a des bons résultats contre des strikers, mais c'est un peu souvent quand même des strikers, je vais pas dire lents, mais que ce soit Cerrone, Diaz et même Ousmane, t'as pas ce côté un peu foufou
de ces mecs-là. Même Diaz, tu vois, il est foufou en dehors de la cage, mais dans la cage, il est extrêmement. C'est un style, c'est du rythme, c'est de la boxe anglaise. T'as pas ce côté enflammé d'un Prates qui peut coup de genou sauter, coup de coude retourner, tous ces trucs-là. Donc là, ça demande une concentration de tous les instants. Et moi, j'ai surtout l'impression que c'est de ça qui manque, Alex. Léon Edwards, je me suis amusé à regarder, à revisualiser des combats là depuis une semaine en préparant le podcast avec toi. Et je trouve qu'il y a des baisses de concentration pendant le combat, notamment contre celui. Et pourtant, je suis allé jusqu'à Ousmane, hein. Et tu vois, Ousmane, il fait une dinguerie au cinquième, mais pendant le combat, il y a des trous. Je sais pas si tu as ressenti la même chose que moi en les regardant ces combats, mais Je te suis totalement et tu as raison sur le côté plus à l'aise face à des strikers traditionnels. Parce qu'il est lui-même un striker plus traditionnel. Et c'est là où je disais tout à l'heure, l'explosivité et le côté je te sors un truc de mon chapeau de Prates peut aussi faire que Prates éteigne Leon Edwards à New York, hein, et qu'on soit sur un scénario comme ça. c'est ça. Donc, Tu as une mais petite baisse de concentration contre un mec comme Prates. Tu l'as pas vu partir sur son enchaînement de coups de coude retourné, c'est trop tard. Soit il t'a ouvert la tête, soit il t'a éteint. Donc il faudra vraiment qu'il y ait une grande concentration pendant ce combat, chose que j'ai pas vraiment ressentie à 100% sur ces dernières prestations. puis, ça dépendra peut-être du nombre de clopes que Prates a fumé aussi avant de monter Et dans moi, la cage. Mais moi je suis désolé, je l'aime. J'ai échangé avec Prates à Paris, je l'aime bien et c'est, bon, je m'en cache pas, vous le savez, vous l'avez vu pendant c'est une équipe dont je suis fan, donc elle est mon favori de cœur. Là, je suis content j'espère qu'ils vont affronter le moins de Français possible parce que moi j'aime beaucoup, beaucoup cette équipe et je leur souhaite ça, honnêtement, je leur souhaite la victoire sur ce fight. Voilà. ouais, ouais, mais je te suis, hein, je l'assume aussi. Et puis Pablo, il était venu même dans Grand Talk après toutes les défaites à Paris, s'expliquer. Enfin, j'ai trouvé ça très, très cool qu'il nous offre aussi ce moment-là. Et j'espère pour lui et pour eux que ça pourra bien se passer. En plus, Prates, il l'a dit, il lui reste pas beaucoup de combats. Il a dit qu'il voulait pas faire de long feu. Donc, bon, et s'il veut avoir un title shot à un moment, bah, c'est une étape à pas louper, clairement. L'autre, c'est Sean Brady, Michael Morales. Là, la question, elle est simple, Aldric. C'est que Brady, on est sur 3 victoires de suite, hein, Gastelum, Burns et Edwards. Il était numéro 1 au classement. Si Islam n'était pas monté, je pense que légitimement, il pouvait prétendre à être le premier challenger de JDM. C'est même plus que légitime. Euh, Morales, c'est 18-0 en tout, 6-0 à l'UFC. Ses deux dernières victoires, c'est Burns et Neil Magny. Mais pour moi, il n'y a pas encore, tu vois, pareil que un peu ce que je te disais, à moindre mesure, parce que JDM après la ceinture, mais tu n'as pas encore la victoire gros statement qui, pour moi, méritait d'affronter le numéro 1. Aldric, c'est une opportunité de malade pour Morales. Il peut faire, tu vois, il peut se faire un accélérateur de carrière vers le titre qui est assez incroyable, non? En fait, tu as tout résumé. Morales, il a 26 ans, c'est une pépite de l'UFC. Maintenant, la question, et ça, cette question, elle est très récurrente. Et quand je pense à Morales, là, que je dis pépite, niveau talent, je pense, dans le même temps, je pense et j'expliquerai pourquoi après, à Mohamed Mokaev et à Ousmane Nurmagomedov. C'est-à-dire que on est sur des mecs, mais bien sûr qu'ils sont forts, bien sûr qu'ils vont faire partie de l'élite mondiale. La question, c'est quand? Quand, Alex? Et en fait, là, tu as tout résumé. C'est-à-dire que il est arrivé à l'UFC en 2021, Morales, d'ailleurs sur une décision au Dana White Contender Series contre Veretennikov. Derrière ça, il y a des combats qui ont bien vieilli. Il finit pas mal de mecs au round 1. Je crois qu'il a 3 finishes au round 1, si je dis pas de bêtises, ou 2, 3. Il y a aussi des décisions contre Griffin et Matthews qui ont moins bien vieilli. C'est pas des mecs, c'est plutôt des mecs qui sont aux alentours de la 30e, 40e place mondiale. C'est pas des mecs qui sont top niveau. Et il y a Burns. Voilà, pour l'instant, son combat de référence, combat de la soirée, mai 2017, Gilbert Burns. Euh, la question est, il a un très très gros judo, on le sait. Est-ce que son sol va de pair avec son judo? Est-ce que sa défense de lutte va de pair avec... Parce que pour l'instant, on sait quoi? On sait qu'il tape fort, qu'il a un style un petit peu atypique et qu'il a des très bonnes projections de hanches. Maintenant, Brady, c'est très costaud physiquement, très très costaud même. On a vu qu'il est capable de faire des rounds entiers debout sans laisser de plume. On a vu contre Leon Edwards, on a plus de rêves sur Brady. On sait qu'aujourd'hui, Brady, c'est vraiment le top 3 mondial dans cette KT. Très très gros niveau de sol. Euh, Physiquement, un des plus gros, parce que lui, je l'ai vu de mes yeux vus, il dépasse les 89 kilos le jour du combat. Il était dans le même vestiaire que Manon et ils l'ont pesé devant moi. Cardio, le top référence cardio à un Walter. Personne n'a plus de cardio que lui. Faudra comparer avec Islam maintenant qu'il vient de monter. Mais en tout cas, avant la montée d'Islam, les plus gros tests à l'UFC Performance Institute en termes de VMA, c'est Sean Brady. Donc c'est une machine. C'est une machine. Je reste persuadé qu'il y avait des problèmes avec son management à l'époque, quand il perd contre Belal.
Il a une très grosse pression, il avait même une dépression. C'est pas le vrai Sean Brady qui a perdu contre Belal et c'est pas lui qui trouve des excuses, c'est moi qui le dis. Donc, très gros test sur Morales, tout simplement Ouais. et ça va répondre à beaucoup de questions. Ouais, je te dis, Morales, tu dis, ça tape très fort. Ah, ça, il y a pas de souci. Mais et tout le respect, j'adore Gilbert Burns, mais Burns en mai 2025, quand c'est ton plus gros test, ça veut dire que tu as pas passé un gros test, enfin un énorme test en tout cas. Ah, tu as passé un gros test, si ça je mais pas un truc énorme où tu as prouvé que tu pouvais être légitime à la ceinture. Parce que tu bats, Brady, tu es légitimement dans les discussions pour les titres. Donc ça va répondre à cette question-là et ça va être très intéressant et c'est une opportunité assez incroyable. Et est-ce que l'étape va être trop haute? Est-ce que la marche passée d'un coup va être trop haute pour Morales? C'est toute la question autour de ce combat, mais je trouve il est assez intriguant et fascinant. Et tu as une carte incroyable, vu son âge et tout, à jouer, d'être déjà légitime pour ces title shots. C'est qui, à ton avis, enfin, qui sort de ça avec le title shot? Le vainqueur de Brady Morales ou le vainqueur de Edward Protes? Ça dépend des scénarios? Pareil, ça dépend de la manière. Ça dépend de la manière, mais en tout cas, Morales, il sera contender à la ceinture et il sera parmi les meilleurs au monde. La question, c'est est-ce que c'est à 26 ans? Est-ce que c'est à 27 ans? Est-ce que c'est à 28 ou à 29 ans? C'est la seule interrogation. Est-ce qu'il est prêt pour ce genre d'affrontement? On va avoir la réponse. Maintenant, Morales, qui est un Brady comme il le fait, il peut se passer ce que tu veux. Alors, est-ce qu'il aura la ceinture derrière ou est-ce qu'il aura un mec comme Shafkat? On ne sait pas parce que ça dépend aussi de la défense, ça dépend de plein de choses. Mais Qui moi, je Ça pense dépend de que quand on verra Shafkat, hein. Ça dépend de c'est quand ça. on verra Shafkat. Mais en tout cas, oui, clairement, il se met, soit pour une ceinture, soit pour une demi-finale mondiale derrière Morales. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Et puis, tu sais, ça se trouve, ce sera Yann Gary, parce qu'il aura éclaté Belal au Qatar dans quelques semaines. Elle est folle, cette KT. Ouais. Le tournoi qu'ils sont en train de nous faire en Walter est fou et Islam, il a vraiment du mérite de monter dans cette catégorie d'assassin parce que là, il y a vraiment 5-6 types qui sont tellement forts et avec de tellement mauvaises intentions. La KT Make Walter Great Again, ils l'ont fait. Ça y est, là, elle est folle, la KT. Elle est folle. Elle est géniale et je sais que notre communauté adore quand on fait nos fantasy cards. Je peux dire que j'ai très très hâte, après tous ces combats, de faire ma fantasy card de welter parce qu'on va s'amuser, Aldric. On a fini sur la main card, on fait un tour sur ce qui nous intéresse un peu en prélim. Tu parlais de Bonical contre Rodolfo Vieira, donc on va entamer direct parce qu'après le duel de striker pour un Fighting Nerds, il y a le duel de plutôt grappling de l'autre côté. Bonical, c'est le premier combat depuis la défaite contre De Reader en mai, on vous rappelle, qui avait été ce coup d'arrêt pour la progression du chouchou américain. Moi, je vais être assez clair en fait sur Bonical. Ce mec a 29 ans, il n'a pas une expérience de MMA de fou, il a moins de 10 combats en pro, on rappelle. Euh, alors là, il avait pris quand même enfin voilà, De Reader lui a fait du mal, donc c'est aussi normal de ne pas plonger tout de suite. Mais est-ce que c'est un mec qui combat assez, Aldric? Moi, j'ai l'impression que tu vois, au-delà de la hype et tout, prends de l'expérience de cash, quoi. Combat plus que ce que tu me fais depuis 2 ans, quoi. Ah, mais le discours de la chasse et tout, je l'avais trouvé irrespectueux au total. Aujourd'hui, la lutte, c'est un sport olympique, il y a pas de problème. Mais là, la façon dont il parlait, on aurait dit que le MMA, c'était facile, Alex, tu sais? Ouais, je vais faire une petite pause. C'est pas facile le MMA et je vais même aller plus loin que ça, c'est plus dur que la lutte. Parce que la lutte, c'est un sport. Même s'il y a plusieurs distances, il y a beaucoup de trucs, c'est un sport. Là, on te demande d'être prêt sur 3 sports quasiment olympiques différents, plus la condition physique, plus ta faculté à encaisser. C'est un sport qui est beaucoup plus exigeant que, la lutte. Après, ils lui font pas un cadeau, Alex. Parce que là, vraiment, en sachant que Bonical, debout, ça a encore besoin de s'affiner un petit peu, de se perfectionner, que sa condition de victoire et son chemin naturel quand il est touché, c'est la lutte. Tu lui mets un champion du monde de jiu-jitsu, c'est pas facile. Même si Rodolfo Vieira, oui, il est plutôt sur la fin, c'était un petit peu un dernier move d'aller chez les Fighting Nerds à 36 ans. Néanmoins, moi, j'ai trouvé que c'était très intelligent, pas très spectaculaire. Tu un peu, si tu pas envie juste de capturer les progrès de Rodolfo sur le striking, tu t'endors hein, sur le combat contre Trezan Gore. Mais il y avait de la réflexion. Pourtant, il s'est passé que quelques mois hein, entre son combat de Bronson au grappling 17 novembre 2024, la défaite contre Petroski février. Il se passe pas beaucoup de mois son transfert, mais tu sens qu'il comprend ce que veut dire Sukupira. Il comprend les feintes, le déplacement. On a vu un jab beaucoup plus adroit. Bref, je pense qu'il maîtrise ça suffisamment pour ne pas se faire mettre KO par Mikal. Ça veut dire que Mikal va avoir besoin de mixer.
Et là, tu mixes contre un mec qui est capable de te guillotiner, qui est capable de te renverser euh, très, très fort si tu le mets sur le dos. Donc moi, je paye pour voir ça. L'opposition est folle. Et quand tu vois ça, tu te dis qu'en fait, l'UFC lui facilite pas le chemin, quoi, hein. Là, je te dis, il le teste. Là, clairement, Bonical, il est passé de chouchou, parce que ses premiers combats, on a vu quand même le matchmaker, Mick, il avait envie qu'il monte, tu vois, objectivement, hein, je veux dire, mais que ce soit sa deuxième chance au Dana White Contender Series en quelques mois, pour être sûr qu'il signe, Jamie Pickett, Woodburn, Brundage, même Paul Craig, on savait quand même qu'il avait suffisamment de. Le match-up était plutôt avantageux, même si Paul Craig, c'est un très bon grappleur. Mais là, on ne parle pas de la même chose. Entre un bon grappleur au MMA et un mec niveau mondial, Rodolfo Vieira, c'est pas la même chose. Donc, très, très envie de voir comment il va. Et j'espère pour lui qu'il n'a pas fait que chasser, hein, depuis qu'on l'a plus vu contre De Rieder, parce que sinon, c'est lui qui va se faire chasser là, par Rodolfo. Ah, mais moi, je l'avais vu. Alors, c'était à Vegas, c'était l'UFC 290, je crois. Ouais, où il y a le Volk Rodriguez, où j'étais à Vegas, et le Pantoja Moreno. Pantoja prend le titre. Et quand il me parlait, je l'avais interviewé à l'époque pour AMC dans le truc, et qui me dit quand est-ce que tu veux revenir? Je rigolais avec lui, tu peux pas venir combattre à Paris. Non, il y a le mois de chasse. Le MMA, ça reviendra en priorité après. Enfin, je trouvais ça hallucinant si tu veux faire carrière. Tu as raison, il a pris le MMA pour facile. Et là, c'est un test. Et au-delà du test, grosse pression, hein. Te loupe pas. Parce que là, si tu te loupes contre Vieira, là, c'est plus, tu vois, là, tu redescends très, très bas dans cette hiérarchie-là. Et en gros, on saura. On saura que c'est pas que t'es pas prêt, c'est que tu es très loin d'être prêt, en fait, pour être au top niveau dans cette KT des moins de 84. Donc, grosse pression sur Bonical à New York. Moi, j'ai très, très hâte aussi de voir ce combat. Chez les moins de 84, on a aussi Baïsangour Sourkaïev qui revient. Pour ça, on en a parlé. Moi, je te coupe 2 secondes parce qu'on va être obligé de la faire vite fait dans l'autre sens, Alex, mais en 2 mots. La carte est dingue. Je vais te dire un truc. Le seul combat qui pourrait avoir lieu à un Apex, c'est Borchev-Camilo, parce que les deux sont sur une défaite et que c'est un combat. S'il avait eu ce combat lieu cette semaine dans la carte un petit peu de la rédemption qu'on va analyser après, ça choque personne. En dehors de ce premier combat, Chepe Mariscal Sabatini, c'est dingue. Wellmaker, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est le prodige 4-10-0 qui vient à peine d'arrêter de travailler. Ce qu'il avait dit, j'attends d'avoir pris un bonus. Il n'en a pas pris un, il en a pris deux. Des bonus, il a pris Cameron Simon et Moutinho. Je rappelle que Moutinho, il a fait mieux que Sean O'Malley, hein, parce qu'il l'a éteint au premier round. Euh, c'est une star en devenir, ce petit Malcolm Wellmaker, tu vois. Pareil, on lui met une opposition assez importante en la personne de Cody Addon. Rien que ça, c'est fou, Alex. Rien que ces combats-là Les, sont dingues. Les deux sont invaincus à l'UFC, même si Cody Addon, il a que 1-0. Mais voilà, c'est un super match-up chez les moins de 61. Je suis d'accord avec toi. Mariscal Sabatini, chez les moins de 66. Mariscal, il est à 5-0 UFC, hein, dont on rappelle la victoire contre Morgan Charrière. Sabatini, c'est 7-2, mais sa dernière défaite, c'est Diego Lopez. Pour Mariscal, s'il s'impose, là, ça commence à sentir le top 15, hein, au prochain combat à Aldric. Pour moi, il est top 15, là, avec 6-0 à l'UFC, même si c'est une catégorie compliquée, t'imagines, il est top 15, c'est le deuxième combat de la prélim, Alex. Ouais, ouais, je suis d'accord, c'est assez fou. Kopilov, Rodriguez, Robocop, ce combat. Alors oui, oui, Kopilov, on a baissé un petit peu depuis sa défaite contre Paulo Costa, mais on sait que c'est une opposition sérieuse parce que quand même, quand on regarde le chouchou d'Alex, Fluffy et Paulo Costa, en défaite, c'est sur ces deux dernières défaites. Après, la dernière, c'était du rêve, mais en 2021, c'est quand même solide, Kopilov. C'est un bon test, Hein. je trouve. C'est intéressant de voir son rebond par rapport après cette défaite contre Paulo Costa dans cette catégorie. Rodriguez, lui, il vient de battre Hermansson après sa défaite contre Cannonier, à voir s'il peut lui aussi s'inscrire avec une victoire contre Kopilov pour un run, c'est intéressant. Tu as le Merchert Kyle Dokos, aussi moins de 4 mois. Allez, ouais, c'est ça. J'allais te dire, celui-là, moyen. Angela Hill, Fatima Klein, non plus, je suis pas, on va pas se mentir, c'est pas celui qui m'excite le plus. Un peu de contexte, parce que oui, sur le papier, c'est pas excitant, mais Fatima Kliné, c'est la sparring partner de Erin Blanfield. Sa seule défaite, c'est Jasmine Jasudavicius, mais dans la caté du dessus. Et là, on se rappelle qu'elle avait pris le combat en short notice. Donc, en fait, Alex, je te jure, il faut la connaître. Moi, je la connais. Je l'ai vu faire les pattes d'ours. C'est une tueuse, cette petite. Elle sort d'un KO contre Melissa Martinez. Elle a mis KO sur Red Kick. Elle a eu Fight of the Night. D'ailleurs, c'est très rare que quand tu es Fight of the Night, tu ne sois pas sur main card. Donc là, ils l'ont mise sur une très grosse carte. Et c'est pour ça que la règle, entre guillemets, la coutume n'a pas été respectée. Maintenant, pour moi, Fatima Kliné, c'est une future. Elle a que 25 ans.
c'est une future top 5. Je dis bien top 5 de la KT. Et en fait, là, il la teste. C'est une strikeuse. On lui met Angela Hill qui est quand même solide et qui combat à l'UFC depuis tellement longtemps. Donc, Et qui est classée. Hein. Angela Hill, elle est classée, donc chez moins de 52. Donc si tu la bats, tu te propulses dans le top 15 et tu te propulses vers les gros combats. C'est sûr. attention, il n'est pas si anodin que ça. Là. Ils sont en train de construire une star et on sait qu'aujourd'hui, sur le roadster des peut-être 100 filles qui est à l'UFC entre Stro, Fly et 61, il y a 50, 55 brésiliennes. Les stars américaines, il n'y en a pas beaucoup. Fatima Kliné en fait partie. Donc, il est en train de se construire quelque chose chez cette jeune fille. Et je te dis, ça peut être top 5 dans quelques mois, ça. C'est pas un combat si anodin que ça. Non, je te suis sur le truc, mais vu comme la carte est folle, c'est sur le papier quand même pas le truc que tu attends le plus. Et deux derniers trucs sur les deux derniers qu'on n'a pas parlé. Donc, Baïsangour sur KF qui revient contre Eric McConico. On vous en a parlé dans le Jab Culture, toujours dispo sur le bilan des Dana White Contender Series. C'est le partenaire de Chimaev qui a gagné en première semaine, puis qui a combattu 4 jours après à l'UFC 319. Il fait donc son deuxième combat dans le roster de l'UFC. McConico, lui, il est un partout. Mais sur KF, si tu gagnes, Aldrich, j'ai commencé à te dire, mais tu te places déjà pour des beaux combats en vrai. Hein. On sera pas top 15 encore, tu vois, c'est moins de 84, mais tu te places déjà pour que ton prochain défi soit un nom un peu intéressant. Ouais, puis, on va voir un peu parce que son dernier combat, on sait il était un peu court physiquement, mais on rappelle qu'il avait combattu le mardi et recombattu le samedi. Là, Eric McConico, c'est 1-1 à l'UFC, mais c'est le sparring de canonnier officiel. Ils s'entraînent ensemble tous les jours à MMA Lab. Il a battu quand même Cody Brundage, même si c'était une prestation un peu poussive, c'est une split. Il se fait éteindre contre Rusy Boef. Donc, non, non, il est intéressant ce combat parce qu'il va nous donner voilà, là, on a sur KF qui a préparé son combat, qui va arriver reposé, sans enchaîner les fights. On va voir, McConico, s'il était un premier round, OK. Là, on peut se dire, bah, sur KF, il va faire mal et très vite, malgré ses 24 ans, on va il est mûr. S'il galère un petit peu, ça ne veut pas dire qu'il est pas bon, ça veut juste dire que il faudra le laisser monter doucement dans ce roster et il faudra pas précipiter les gros combats. Il est encore très jeune. Et ce dernier combat de prélim, c'est là où la carte est totalement folle. C'est un combat de top 10 dans la catégorie de Manon Fiorot et Erin Blanchfield, Tracy Cortez, numéro 4 contre numéro 8 chez les moins de 57 kilos. Je vais être simple, c'est rapide sur ce combat-là, mais Cortez, elle vient de battre Viviane Arroyo après sa défaite sur Rose Namajunas. Blanchfield, elle sort d'une victoire sur Rose Namajunas. C'était fin 2000, les deux, c'était en 2024 d'ailleurs, ce combat-là. Mais un peu plus d'un an sans combattre, hein, puisque c'était en novembre, puisque Messi Barber a été annulé sur forfait de Barber plus tôt cette année. Cortez, elle s'inscrit dans la discussion pour les gros combats et une possible challenger au titre si ça gagne. Je te donne mon avis, non. Pourquoi ce combat a été pris? Je pense que Blankfield, elle a vu que sportivement, pour le moment, Manon, elle était en train de se replacer contre Jasmine et la vainqueur, quoi qu'il arrive, allait marquer un statement. Donc, elle a perdu contre Manon. Donc, je pense qu'elle allait chercher une défaite, sa seule défaite avant Manon, euh, derrière ça. Mais c'est pas un combat qui. Alors, si, elle peut marquer les esprits parce que c'est sur la même carte que Tchechenko Zhang, donc si elle fait une dinguerie, ça peut très bien se passer. Néanmoins, je pense plus elle a pris ce combat pour prendre son argent et venger sa défaite, hors UFC qu'autre chose. Je pense que pour aller, sonner, les cloches, de cette catégorie, il faut aller taper Manon, il faut aller taper Jasmine, mais malheureusement, on l'a prise nous. Il faut aller taper Natalia ou même, comme tu l'as très bien dit, celle qui avait pull out, pardon, Barber. Messi, Barber. Mais je pense que taper une Cortez qui gagne et qui perd à l'UFC, à part venger ta défaite, ça te permet pas tu vois? Oui, elle a battu, Jasmine aussi, mais sur une décision plus que poussive, en 2023. Tu vois? Justine Kish, Melissa Gatto, Jasmine, mais ça perd contre Rose, même si c'est aussi serré, hein. Heu, je pense que Cortez, c'est pas une top et pour le moment, je pense que ce combat, il était pas alimentaire, mais voilà, elle s'est dit: «Vas-y, on prend parce qu'elle m'a battu et j'ai envie de montrer mes progrès». Mais je pense pas que ce soit un combat qui te permette de te positionner si bien que ça, dans la catégorie. Même si, c'est toujours pareil, quand il y a tonton Dana qui est assis sur une chaise à côté de combat, tu fais une dinguerie, bah, en tout cas, tu gagnes le droit de parler. Et tu as raison de le rappeler, c'était une défaite en
février 2019. On était chez Invicta, la ligue 100% féminine. Donc, c'est il y a quelques années déjà, une défaite sur split décision de Blanchfield contre Cortez. Donc, en effet, il y a cette volonté. Aucune des deux était à 5 combats pro de MMA. Tu vois, donc, c'est quand même un autre temps et les deux ont bien changé. Tu vois, pour finir là-dessus et on passe au débrief, tu vois Blanchfield s'imposer? Ouais. Grappling, salut. Je vois Blanchfield devant moi. Ouais, je pense aussi. Même si l'inactivité, voilà, je l'ai dit il y a un peu plus d'un an, ça peut jouer, hein, on le dit toujours. Mais je vois Blanchfield. Si elle est la Blanchfield qu'on connaît, je pense qu'elle s'impose contre Tracy Cortez. Je le vois comme ça. Je sais que je dois te libérer pas trop tard, Aldric, mais on va faire aussi bien qu'on peut et aussi vite, voilà, sur le débrief de cette UFC Fight Night qu'on a eu ce week-end. Mais il y avait tellement de choses à dire sur le 322, on était obligé de faire un gros bloc. On était à l'Apex de Las Vegas pour la 2e semaine de suite. Il y a eu 4 bonus de Performance of the Night. Gabriel Bonfim, Chris Leroy Duncan, Josh O'Keefe, Zach Reese. Je suis d'accord avec les 3 premiers. Je suis moins sur le dernier, mais je vais t'en parler. On va refaire cette carte rapidement avec quelques petites infos sur ces gros combats qu'on suivait. Le main event, c'était Gabriel Bonfim, dont je viens de parler, qui a eu le bonus, qui take out Randy Brown au 2e round. On est chez les moins de 77 kilos. Déjà, il y a eu un débat un peu que je trouvais un peu moins lunaire sur les réseaux d'un finish trop précoce. T'en penses quoi? Non, il est éteint. Oui, ce coup de genou, il est radical. Et non. À moins que tu aies envie de le relever des années de vie, il tombe la tête la première. Il faut arrêter. Ouais, c'est ça, parce que non, mais je disais, il se défend, il se met en tortue. Quand Bonfim arrive au-dessus de lui et va lui mettre une gauche, il se défend parce qu'il, voilà, c'est des réflexes. Mais il est pas en mode, sinon il est inconscient pendant quelques secondes. Hein. De toute façon, mettre ses mains sur son visage, c'est pas une défense. Non. C'est tout. Donc, ce n'est pas une défense. C'est tenter de bouger la tête, sortir de la position, protect yourself, c'est ça. Si tu te contentes de mettre les mains sur ton visage, t'es sonné. C'est ça les règles. Hein. De temps en temps, on oublie de dire ça, mais protéger son visage, c'est le minimum. Mais oui, si tu fais ça une fois et que derrière, tu attrapes le poignet ou tu roules, là, on peut pas t'arrêter. Mais juste le simple fait de protéger son visage, c'est déjà un abandon verbal. Hein. Ouais, je suis complètement d'accord. Donc, 4e victoire de suite pour Bonfim, depuis sa défaite contre Nicolas Dalby. Il était déjà numéro 14 welterweight, alors Randy Brown n'était pas classé. Mais là, il va falloir... On lui donne un défi top 10 quand même, Aldric, là, non? Ah bon. Écoute, moi, je trouve en plus qu'il y a des progrès. C'est-à-dire que on avait cette capacité à exploser vers l'avant. Alors, c'est pas encore parfait, il y a encore le montant à la fenêtre. Je veux dire, attention, relativisons par rapport au top de la KT, on est encore, pour moi, on est encore loin. Mais il a que 28 ans. On sait qu'il est capable d'emmener un combat dans tous les compartiments. Il lutte bien, il a une bonne guillotine aussi, comme son frère. C'est un mec à surveiller à 28 ans. Moi, mon avis, c'est que taper un top 10, c'est trop tôt. Parce que je te dis, je trouve que c'est encore perfectible ce qu'il fait. Néanmoins, il est très intéressant. Alors, un Burns ou un Hill qui sont aux 12e, on est toujours, c'est le moins de 77. Cette KT est folle, hein, vraiment. Ouais. Plus qu'un Burns, moi, je verrais bien un Hill. Voilà. Ça fait sens, numéro 12. Lui, il a call out Covington. J'avais envie de lui dire devant mon écran, arrête de call out un mec qui combat pas et qui a rien à faire dans le top 10 d'ailleurs. Ça sert à rien de call out un mec qui combat pas. Tu vas pas t'ouvrir un truc. Mais Neal, ça fait sens. Un Josh Neal, extrêmement intéressant pour voir sa capacité à faire face à un gros striker. Moi, j'ai un peu peur de ce menton, Alex. Il y a des séquences, tu sais, où on le voit, il a un peu le menton en l'air quand il avance, même s'il frappe très fort. J'ai un peu peur de ce menton. C'est pour ça, bien sûr, Geoff Neal qui frappe très fort. Et j'aimerais bien voir, moi. Moi, j'aimerais bien voir. Ouais, je peux te suivre un bon test pour lui, mais en tout cas, ouais. Maintenant, il regardait derrière pour ce combat-là, lui qui était 14. Je pense qu'il faut regarder devant maintenant et on va le tester. Et ça peut faire un nouveau player dans ces moins de 77 qui vraiment, ouais. J'ai hâte de notre épisode de Matchmaker, Aldric, parce que on va se régaler. On va avoir bientôt aussi on va avoir aussi bientôt un nouvel épisode. On a rejugé, vous savez, notre série. Et je vous laisse la surprise, mais on a un auditeur qui nous a envoyé une dinguerie pour pouvoir rejuger. J'ai envoyé la photo à Aldric. Vous allez sourire quand vous verrez le prochain épisode. Je vous préviens tout de suite. Moi, je vous donne un indice. Avec ça, Alex pouvait jouer dans le remake de Napoléon où il y avait Christian Clavier. Le truc était sorti à l'époque en 5 épisodes. Là, je vous en dis pas plus. C'est parfait ce que tu viens. La référence est bonne. Le Common Event, t'en parlais tout à l'heure. Joseph Morales qui met une soumission, une guillotine de fou à Matchnell. Ouais, le niveau est fou.
Une soumission guillotine round 1. D'ailleurs, il n'y a pas un seul main card, il n'y a pas un seul combat qui a été au round 3. Là, tu voulais du spectacle, t'en avais. Là, je suis très court entre Morales et Schnell. Je vais dire 3 mots. Alex, le setup, takedown, renversement en X-guard, Kimura, crucifix, scramble de Schnell et guillotine, à montrer dans toutes les écoles de MMA. C'est absolument fabuleux. C'est un niveau de sol. C'était 2 très gros grappleurs, hein. Ça dure pas longtemps, les gars. Regardez ce combat. Il dure 3 minutes. Tout ce qui se passe en 3 minutes, le positionnement des mains et tout est complètement exceptionnel et parfait techniquement. La seule petite faute de Schnell, c'est sur son scramble quand il sort de la position. Il n'a pas l'épaule qui protège le bras et derrière, la défense de guillotine est mal appropriée. Pour moi, il fallait plus travailler sur le genou droit de Morales que d'essayer de rester, de posturer, pardon. Mais niveau de sol complètement dingue, combat fou. Et tout cet UFC, Alex, c'était fou. Tout cet UFC était fou, je l'avais dit. Quand c'est les combats de la dernière chance, il y a toujours un spectacle absolument dingue. Je me suis régalé. Ah non, mais régal total. Et tu as raison. La séquence avec toutes ces transitions et la transition finale crucifix vers guillotine, mais c'est du bonbon, du caviar à déguster. J'ai vu un mec sur les réseaux, moi je connais moins, je suis moins grappling, tu le sais, j'en ai moins regardé, mais qui disait que quelqu'un comme Gary Tonon en avait fait quelques-unes à l'époque, des transitions crucifix-guillotine, et que voilà, quand tu connais le niveau d'un Gary Tonon, ça te montre ce que c'est. Mais absolument fabuleux, allez le revoir ce finish si vous ne l'avez pas vu. C'est intéressant, hein. Morales, il y a une revitalisation de carrière qui est intéressante. C'est parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais il sort de l'UFC fin 2018 après 2 défaites, dont une face à Davidson Figueiredo, pour le coup. Il repasse par le Cage Warrior, par l'orga d'Uriah Faber, parce qu'il faut savoir qu'il est membre de Team Alpha Male. Et d'ailleurs, Uriah Faber disait que c'est un des plus vieux membres du gym. Il est là depuis qu'il est tout petit, Joseph Morales. Il est à la salle depuis vraiment qu'il est enfant. Il revient finalement via The Ultimate Fighter en mars, ou d'ailleurs à Ultimate Fighter, il bat Imanol Rodriguez, dont je vous ai fait les louanges pendant les Dana White Contender Series, qui a obtenu son contrat, le seul moins de 57 qui a obtenu son contrat dans les Contender Series. Il le bat pendant cette série d'Ultimate Fighter. Et depuis, 2 victoires sur 2. L'histoire est belle, hein, Aldric, pour Joseph Morales. Elle est très belle. Et il est fort. Franchement, il a un sol de fou. 31 ans. Ça manque un peu d'impact de boom, mais en flyweight, c'est à voir. Il faut voir. C'est pas inintéressant, hein, bien au contraire. Ouais, non, je suis d'accord. À voir la suite pour lui. Machinel, quand même, 4 défaites sur les 5 derniers, 5 défaites sur les 7 derniers. Et Aldric, c'est quand même folie pour les moins de 57. Sur les 5 défaites que je viens de te dire, il se fait finaliser à chaque fois. À chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a un mec, j'ai vu, pareil, j'ai adoré le tweet qu'il met. Avec Machinel, à lui tout seul, il a amélioré le taux de finish des flyweight de 10 ou 15%. Mais c'est quand même fou, dans ces catés-là, de se faire finir 5 fois. Et pourtant, tu sais que c'est le recordman de triangle à l'UFC en flyweight, hein. Non, mais tu vois, c'est un combattant aussi qui, voilà, généreux, qui va s'engager, donc qui peut aussi le payer. Mais 5 défaites sur les 7 derniers, Aldric, je te disais, 4 sur les 5 derniers, ça sent quand même pas très bon, hein. Ouais, ça sent pas très bon. Avant, on avait eu Medic, qui a mis un KO au round 1 à Muslim Salikov. Alors là, c'est pas très technique, mais c'est une guerre atomique à regarder. Ouais, voilà, exactement, l'homme des spinning wheel kicks, hein, Salikov. Moi, j'ai trouvé tout simplement que Salikov, moi, je l'ai pas reconnu, quoi. Il était pas là, je sais pas si t'en as pas. Enfin, moins là que je le vois d'habitude, quoi. Il s'est fait toucher tôt dans le combat, Alex. Il s'est fait toucher tôt dans le combat par Medic. Et je pense que. Mais même avant de se faire toucher, je le voyais pas, tu vois, je sais pas. Il m'a pas apparu hyper dedans. 41 ans quand même là, hein. Je pense qu'il faudrait lui trouver 1 ou 2 money fight parce qu'il mérite de prendre son argent. Il est arrivé tardivement dans ce sport. Mais je pense qu'on est proche de la fin maintenant, hein. C'est une légende, ce mec. Ouais. C'est vrai que c'est une légende et pas loin d'être que dans le MMA. Mais voilà, donc deuxième victoire de suite pour Medic. Chris Padilla avant, qui met un beau TKO en grand endpoint sur Ismaël Brofin. Oh oui. Qu'est-ce que tu as à dire celui-là? Celui-là, il est beau, hein. Je te fais une anecdote de vraiment 10 secondes, parce qu'on a encore 5, peut-être 10 minutes max pour finir sur Aldric Enerby. Padilla, moi, j'ai découvert UFC Angleterre. UFC Angleterre, vite fait. Pourquoi j'ai découvert ça? Parce que Axel était officieusement backup. Il y avait 6 combats lightweight. Et en fait, quand le matchmaker me dit ça, je commence à regarder les mecs et je vois Jay Herbert, je connaissais. Fort, je l'avais vu contre mince, notre Français national. Ça y est, je perds pied
euh, qui va, qui va prendre Nazim Sadikov. Ah, Fares. Paresiam, donc je vois J. Herbert, je dis OK. Je vois Padilla, je vois qu'il est exceptionnel. Je me dis d'accord. Je vois Gouram, je connais. Je découvre Caio Fernandez qui a excellé à l'UFC Paris. Je me dis, mais attends, cette carte, en fait, c'est un piège absolu. On est dessus, on prend parce qu'on n'a pas le choix pour Axel. Mais cette carte est un piège à lui tout seul. Et on finit avec Vucevic, Chris Duncan à l'époque. Bref, c'était l'aparté. Je vois 6 tueurs et je peux te dire que, bon, on n'a pas eu le combat, parce que l'histoire a fait qu'Axel, on l'a revu à l'UFC Paris et pas avant. Mais tout ça pour te dire que j'ai découvert Padilla à ce moment-là, qu'il avait fait une dinguerie contre J. Herbert et qu'il est très fort, qu'à 30 ans, c'est pas un très très gros gars, il fait qu'un mètre 75, mais il frappe très fort et on l'a vu contre Bonfim. Grosse guerre. Et je pense pas qu'il sera top 15, mais il va s'en rapprocher. À mon avis, il sera plutôt dans la tranche 15-25. Mais c'est un mec très solide du rooster UFC. Toujours invaincu UFC, 4 victoires de suite. Comme tu le disais, j'ai Herbert juste avant, maintenant Ismaël Bonfim. Ouais, ouais, c'est dans cette tranche 15-25. Chris Padilla, c'est évident. Et si, enfin, c'est un style en plus qui va plaire au public, hein. Enfin, là, c'est un, s'il continue de combattre comme ça, il va se faire des fans. Bonfim, troisième défaite en 4 combats, mais c'était BSD et Sadikov juste avant. On l'avait dit, c'est pas des défaites dont tu as à rougir. Mais je trouve qu'il monte ses limites quand même. Le round 1, tu le donnes à qui? Parce que les 3 juges le donnent à Bonfim. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Parce que sur les réseaux, pareil, je voyais plein de gens dire Padilla, mais Bonfim, hein, on est d'accord. Euh, Mon petit coup de gueule, et après on passe aux autres combats, mais ça, tu me le laisses pour moi sur ça. Padilla, il réclame un bonus au micro. Je pense qu'il le méritait plus que Zachryz, moi. Je pense qu'il le méritait plus que Zachryz pour le finish. Et après, surtout, je sais pas si tu as vu en conf de presse, mais quasiment, il se met presque à pleurer parce qu'il dit, moi, j'avais besoin du bonus parce que je peux même pas aider ma famille. Je suis dans. Ça, c'est mon coup de gueule, Aldric, mais on arrive au contrat à 7 milliards. J'ai vu un article de The Hollywood Reporter cette semaine qui explique que Dana White a 30 millions d'euros de dette de jeu, Aldric. C'est leur info à eux, de jeu au casino. Euh, des mecs qui peuvent même plus aider leur famille alors qu'ils sont au plus haut niveau de ce sport-là, ça me fait mal au cœur, Aldric. Je te dis, ça c'est. T'as pas besoin de réagir, ça c'est mon coup de gueule à moi. Non, mais c'est pas une Mais réaction, mais je me dis que c'est pas quand tu vas signer ou tu es en train de signer ton prochain combat, critiquer son ampleur, c'était pas la meilleure décision à faire. Maintenant, on sait que pour être très court avec ça, si la déontologie est à peu près suivie, il devait être aux alentours des 16-16 sur ce combat-là. Ils payent leurs frais médicaux, il y a 30% de taxes dans le Nevada. Et nous, on a la chance étrangère qu'on peut faire des petites choses pour récupérer fiscalement si on est bien organisé. Eux peuvent pas aux États-Unis. Donc, je comprends qu'une fois que tu as payé pareil, il y a pas le code du sport qui protège des 10. Ils sont souvent à plus de 15 en management. Ouais, c'est compliqué. Les premiers contrats, c'est compliqué, Alex. non, non, je sais. Et puis, moi, mon coup de gueule était plus sur le côté parce que je sais que quand un mec réclame un bonus, il l'a jamais, quasiment. Parce que je vois, hein, le côté UFC, je me mets à leur place. Ils sont pas contents que tu leur mettes un peu le nez dans le truc de je suis pas assez payé, je veux plus de bonus. Mais ça fait mal au cœur là-dessus. Donc, j'ai l'impression que des fois, tu leur fais payer ça, la demande, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est peut-être pas le plus intelligent quand tu vas résumer. Le ticket out de Chris Leroy Duncan contre Marco Tullio, on est chez les moins de 84. Lui, c'est un futur Oui, top 15. Je te ouais. coupe parce que ça, c'est fort ce qu'il a fait. Tullio, c'est le mec qui avait battu Mathieu Leto Duclos. Et c'est un très gros striker. Et Duncan, il fait une dinguerie. Il progresse de combat en combat. Ce combat est une tuerie. Ça finit par un backfist et des frappes au sol. Duncan, champion du monde IMAF, il commence vraiment à prendre ses marques à l'UFC. C'est en train de 30 ans seulement, c'est en train de devenir un très gros problème. 1,88 m, beau gabarit pour la catégorie. 2 fois d'affilée qu'il prend un bonus, lui, par contre. Sa défaite contre Rodriguez, elle commence à être digérée. Et ouais, là, ça commence à devenir intéressant ce qu'il propose. Vraiment Ouais. intéressant. Futur top 15, sûr et certain. Je te suis 100%. Troisième victoire de suite depuis cette défaite contre Rodriguez. Le cas où il est beau, allez le voir, hein, le spinning back fist et les coups derrière. Pareil que ce que je disais avant, hein. Avec ce style-là, en plus, il va devenir, à mon avis, un petit chouchou des fans par son style de combat. Des bonus qui s'enchaînent. À surveiller très, très fort. Tu as quelque chose que tu veux noter sur les prélims? Moi, j'avais trois petits trucs très, très vite intéressants. Josiane Calvacante qui bat Mara Bueno Silva, passage de témoin. Striking très propre de Calvacante qui continue sa ascension dans la KT. Josh Okit, et qui est le catcheur, on dirait Hulk Hogan avec son truc sur la tête, qui prend Max Gimonis et qui amène de la lumière grâce à son passé de NFL sur le MMA. C'est intéressant. Et 7-0, je pense que ses faiblesses, elles sont techniques, mais physiquement, c'est tellement un monstre qu'il peut aller dans le top 10 très facilement.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. J'avais noté Calva Conti aussi, bien sûr, 5-0 à l'UFC désormais. Elle était numéro 11, Mera Bueno Silva était numéro 10. Mera Bueno Silva, c'est 4 défaites de suite maintenant, hein, depuis son challenge pour le titre en 2024. À chaque fois qu'elle perd, elle est finie. Je te le dis clairement, elle a beaucoup de talent, Mera, mais si à chaque fois que tu perds, tu changes d'équipe, ça va pas du tout. Je pense qu'elle s'est perdue là. Ah, je peux te suivre. Et par contre, Calva Conti, bah, on va voir ce que ça va donner parce que ça commence, comme je le disais avec ces stats-là, à être intéressant pour des gros combats et aller taper le top 10 chez ces moins de 61. Josh O'Kitt, ouais, bah voilà, hein, c'est 7-0 maintenant, que des finishes, des débuts réussis après les Dana White Contender Series. Il a fait du Chael Sonnen jusqu'au point de piquer des phrases à Chael Sonnen quand même, hein, sur la. Au micro, je le Oui. déteste, j'écoute même pas ce qu'il dit, mais par contre, dans la cage, il est absolument exceptionnel de sa présence Et physique. il a KO de Walter Walker, le numéro 14 chez ses poids lourds. Et on sait comme les poids lourds, ça peut aller vite. Donc pourquoi pas. Même si Walker, je pense, l'homme des clés de talon en 4 de suite, il voudra voir devant lui. Mais si jamais on lui donne, ça peut aller vite pour Josh O'Kitt de rentrer dans ce top 15. Les poids lourds, comme je disais, ça va vite. Denise Gomez, qui prend sa décision contre Tessia Pennington, 4e victoire de suite depuis sa défaite contre Angela Lee. Elle a été 15e, Pennington 13e chez les moins de 52. Pareil, on va se rapprocher du top 10, hein. On va se rapprocher du top 10. Pourquoi pas d'ailleurs revanche contre il, si elle perd contre Fatima Klein. Ça peut être intéressant. Petit Barcelo du combat de kiné, tu vois? Ça remet un peu de lumière en plus sur ce combat. Ouais, ouais, je suis d'accord. Raoni Barcelos qui fait sa décision unanime contre Ricky Simon chez les moins de 61, 4e victoire de suite. Et Christian Quinones, Peyton Talbot, Cody Garbrandt, Ricky Simon. Il a 38 ans, mais il nous refait un petit run, hein, Raoni. La brochette, elle est belle, hein? Ouais, je suis d'accord, c'est intéressant. Et puis, c'est un bon petit combat entre deux bons combattants. Donc, allez le voir, n'hésitez pas. Et Haider Hamil qui perd contre Jamal Emers, c'est la deux défaites de suite pour Hamil depuis sa victoire contre Gomis. Et en fait, je voulais juste le noter ça en 30 secondes, Aldric, pour te dire les styles font vraiment les combats. Et le combat, c'est vraiment pas des maths. Parce que je pense que William Gomis, il bat Jamal Emers assez tranquillement. Entièrement d'accord avec toi, je me suis fait la même réflexion. Ok, donc on est d'accord. Voilà, mais bon petit event, n'hésitez pas à aller le voir, c'est intéressant. Et on dit un mot juste sur Hexagone, parce que j'avais une question à te poser là-dessus. En news, hein, Monsieur Fernand Lopez qui a parlé à la sueur, interview très intéressante, qui dit qu'ils vont essayer de forcer la main pour Aspinal Gan 2 en janvier. Ils leur ont proposé le Qatar, 22 novembre. Ça n'a pas donné l'heure du côté de Aspinal et sa team. L'UFC leur avait parlé de décembre à Vegas, mais ça ne fera pas. Donc ils vont essayer de forcer la main pour janvier. On est pour, si ça peut revenir pour la première carte de Paramount pour cette revanche. Aspinal Gan. L'hexagone qu'il y avait vendredi en Hongrie, Aldric, juste Leto Duclos, qui garde sa ceinture contre Moacir Rochak, tu connais bien, puisque Virgil Hogan avait aussi conservé sa ceinture contre lui du côté d'Ares. C'est sa 3e défense de titre. Il va faire le tournoi des moins de 84, ça a été annoncé. Il y aura notamment chez ces moins de 84, Norbert Noveni Junior qui a gagné le main event chez lui en Hongrie en battant Madalin Pirvulescu, le roumain. Donc, il s'est qualifié pour la demi-finale du tournoi. Mathieu Leto Duclos sera directement en demi-finale puisque les champions sont en demi-finale directe. On rappelle qu'il y a tournoi moins de 84, moins de 70. Et il y en aura un autre dans ce tournoi-là. Il s'appelle Ilian Boafia. Ça a été annoncé par Jérôme Pourru hier sur le Fighter Club Sunday sur RMC. Content de voir Ilian rebondir après les Dana White du côté d'Hexagone et participer à ce tournoi qui va être cool. Bon, écoute, je pense qu'il a vraiment les qualités pour gagner ce tournoi, Eliane, et voilà, ça va faire du bien à son portefeuille. Les combats franco-français, ça plaît, donc on va faire tout ce qu'il faut. Moi, je vais l'aider en tout cas du mieux que je peux. Ouais, tout à fait intéressant. Et puis Mathieu Leto Duclos, donc c'était un TKO, un beau TKO aussi, même s'il s'est fait donner. Donc ça a été un combat plus accroché qu'on. Il s'est Ouais. fait peur dans le premier round, mais il a très très bien redressé la barre, bravo à lui. Eh, tu me réponds en un mot, mais Ilian Boafia, il bat Mathieu Leto Duclos. Je te taquine un peu. Kylian Mbappé et bah, Mathieu Leto Duclos, bien sûr, sans discussion possible, même si on respecte beaucoup Mathieu. Allez, let's go. Et sur l'autre tournoi, c'est les moins de 70 kilos. Donc, il y aura aussi le champion Wilson Varela qui sera lui aussi direct en demi-finale. Et on a déjà 2 quarts de finale. C'est Théo Ulrich, David Spira, duel d'invaincus. Et Nicolas Bivol contre Eren Agbo, qui était champion au striker pour Agbo. Et Nicolas Bivol, c'était bien sûr l'ancien challenger de Wilson. Ma petite bémol sur ces tournois, parce que j'ai entendu Jérôme Pourru le dire, il n'y a pas le titre en jeu. Quand le champion combat, il n'y a pas le titre en jeu. Je trouve ça dommage, juste. Ça dommage parce que ça aurait été cool de l'avoir. Ouais. Voilà, donc c'était le débrief pour Hexagone. Et Lina Hamouche aussi, on lui envoie plein de force parce que c'est pour ses débuts pro. Elle a été mise TKO par la locale Timéa Bellic, mais on espère qu'elle reviendra fort. Tu veux qu'on parle de Mokaev jeudi? Parce que je sais que tu es pressé. Si tu veux, on en parle jeudi. Ok? Voilà, comme ça se fait un peu de teasing et je voulais pas qu'on aille trop vite là-dessus.
Et j'ai 2 autres infos sur les règles. Et comme le jeudi, on vous fera un petit on a rejugé. On reprend notre série On a rejugé. Bah, ce sera parfait pour te faire rebondir sur 2-3 choses. Tu connais ma passion des règles en ce moment. Donc, j'ai plusieurs choses sur lesquelles te faire rebondir, Aldric. Merci beaucoup pour ta présence depuis Tenerife. Va profiter de ce soleil qui t'éclaire un peu le visage, monsieur Cassata. Et on se retrouve jeudi en studio à Nice pour Jab Culture, bien sûr. Merci à tous et à très vite sur Jab Live. Ciao, ciao, Aldric. Ciao, ciao.